tous et bienvenue à cette conférence, donc mieux consommer pour mieux manger. Alors juste peut-être une petite question quand même. Qui dans la salle utilise désormais son smartphone quand il fait les courses au supermarché pour checker les produits? Bon, voilà, ça fait pas mal. Je ne suis pas tout seul. En fait, il y a à peu près maintenant plus d'un Français sur 6 qui utilise un smartphone pour voir la composition des aliments. La seule application Yuka, que vous connaissez probablement, a plus de 6 millions, plus de 10 millions d'utilisateurs. Donc, c'est le signe de quelque chose, c'est le signe que les gens s'intéressent à leur nutrition, à ce qu'ils mangent. D'ailleurs, un récent sondage montrait que 90% des Français étaient préoccupés par leur nourriture. Alors, préoccupés, c'est vraiment un mot très faible. Ils sont, on peut dire, absolument obsédés par le lien entre l'alimentation et la santé. Je pense que d'ici peu de temps, on ira chez son médecin, comme le font les Chinois depuis l'Antiquité, juste pour lui demander ce qu'il faut manger. Alors, ce lien avec la santé, il est maintenant de plus en plus établi par les chercheurs, c'est ce que nous allons voir à l'instant, mais il n'est pas tout seul. Il y a aussi le lien avec la planète. On est tous obsédés également, enfin tous, presque tous on va dire, par la santé de la planète. Et donc on va essayer de conjuguer à la fois la préoccupation pour notre santé propre et puis celle pour la planète qui nous porte à manger plutôt bio, plutôt sain, plutôt sans additifs, etc. Brillat-Savarin disait « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es ». Ben, nous sommes des êtres très complexes qui veulent à la fois se préoccuper d'eux-mêmes, se préoccuper des autres. Et l'enjeu, ce dont nous allons discuter à l'instant, c'est évidemment de réconcilier tout ça. Et puis, déjà, ce n'est pas si simple, mais patatras, un beau jour de janvier 2018, Intermarché fait une promotion sur ses pots de Nutella, 950 grammes, 1,50 €, 70% moins cher, et c'est l'émeute. Alors, on ne peut pas dire que le pot de Nutella, ça soit vraiment le top en matière de nutrition, ni le top en matière de protection de l'environnement, mais voilà, les gens aiment ça, et quand on baisse le prix, ils se précipitent. Il y a donc aussi un enjeu à la fois de plaisir et de pouvoir d'achat. Et c'est cet environnement extrêmement complexe que nous allons essayer maintenant de détailler avec nos invités. Alors, juste à côté de moi, Mathilde Touvier, vous êtes chercheuse à l'INSERM. À ses côtés, Stéphane Gigandet, le fondateur de l'application Open Food Facts, qui est un peu d'ailleurs la maman de Yuka, puisque c'est une forme de Wikipédia de la nutrition. Et puis, à ses côtés, Anthony Fardet, qui est également chercheur en prévention par la nutrition et qui travaille aussi à l'INRA. Et puis, tout au bout, Dominique Schelcher, PDG de la chaîne de distribution Système U. Alors, Mathilde Touvier, je vais commencer par vous. Vous dirigez l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle à l'INSERM. C'est donc le cœur un petit peu de toute la réflexion, en tout cas sur le lien entre santé, en France, sur le lien entre santé et nutrition. Et vous pilotez notamment un programme national qui s'appelle Nutrinet Santé. Alors vous allez nous expliquer un peu ce que c'est et pourquoi ça vous concerne tous absolument. Et vous avez récemment aussi publié un article sur les liens entre l'alimentation ultra-transformée et les maladies cardiovasculaires. Alors, un récent sondage a indiqué que 70% des Français pensent que la qualité des produits alimentaires s'est détériorée ces dernières années. Je suis sûr que si on faisait un petit sondage dans cette salle, beaucoup de gens penseraient également ça. Alors, dites-nous, est-ce que c'est vrai ?
Est-ce que ce qu'on mange s'est dégradé par rapport à ce qu'on mangeait il y a 20 ans, 40 ans, 50 ans? Alors, bonjour à tous. Donc, la qualité nutritionnelle, on a un outil national qui permet de mesurer, de s'intéresser à ça. C'est Locali, qui est un outil géré à la fois par l'ANSES et par l'INRA, et qui a pour mission, là, depuis quelques années, de s'intéresser à la composition des aliments, qui soient notamment des aliments du commerce, des aliments industriels, pour mesurer notamment la diminution de sel ou l'augmentation, etc. Donc, si on regarde un petit peu plus loin que depuis la création de Locali, non, on ne peut pas avoir une vision aussi manichéenne que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même accès à des aliments, en tout cas en France, qui sont microbiologiquement sains, qui sont accessibles au plus grand nombre, des aliments qui peuvent permettre de manger en suivant les recommandations. Simplement, par contre, effectivement, en matière de qualité, il y a des grandes évolutions au cours du siècle. D'après ce que montre Locali, là, depuis ces dernières années, ce n'est pas une vision toute noire ou toute blanche. C'est-à-dire que par exemple sur le sel, qui est un des enjeux majeurs, puisque un des paramètres qui joue le plus sur les maladies chroniques, il y a certains produits qui ont effectivement diminué leur teneur en sel. Et il y en a d'autres au contraire qui ont augmenté. Et quand on sait qu'au niveau des apports en sel dans la population, là on a une augmentation dans les études nationales de consommation du pourcentage d'hommes qui prennent plus de 10 grammes par jour, quand l'OMS recommande 5 grammes, voilà, c'est quelque chose sur lequel il faut se pencher. Et puis bon, on en reparlera tout à l'heure aussi, depuis les années 80, ce qu'on voit de plus en plus fleurir, c'est des aliments qui contiennent des ingrédients, des additifs alimentaires, dont certains, on peut se poser la question de leur réelle utilité et de leur aspect plutôt cosmétique. Et ça, il y en a beaucoup plus qu'avant, des additifs alimentaires? Alors, il y en a beaucoup plus que avant les années 80, évidemment, puisque c'était des choses qui n'existaient pas. Et là, ces derniers temps, Locali, justement, va produire un rapport dans pas très longtemps pour voir l'évolution par rapport à il y a une dizaine d'années. Mais en tout cas, on se pose la question et on voit sur le marché fleurir des aliments de plus en plus sans additifs, d'autres au contraire qui remplacent le gras, le sucre par des édulcorants, des émulsifiants, etc. Donc c'est vraiment un marché en pleine mouvance. D'accord. Alors, et qu'en est-il du lien entre l'alimentation et la santé? Alors évidemment, depuis la nuit des temps, puisque même avant d'ailleurs, dans les temps très très anciens, la seule façon de soigner les gens, c'était finalement la nutrition, la gestion en tout cas d'aliments. Mais dans la période moderne, qu'en est-il du lien entre justement alimentation et santé? Est-ce que c'est quelque chose qui est finalement relativement récent, notamment au regard de ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce que la science dans ce domaine-là a fait beaucoup de progrès aujourd'hui? Alors, donc déjà, effectivement, moi je suis ravie de cette table ronde parce que c'est vraiment le signe qu'on s'intéresse aujourd'hui aux questions de nutrition. Moi, quand j'ai commencé, je suis déjà pas bien vieille, mais quand j'ai commencé il y a une vingtaine d'années à travailler dans ce domaine, j'entendais encore dire c'est un truc de bonne femme, ce sur quoi vous travaillez. Alors, ce qui est déjà, j'aime pas l'expression ni pour les femmes ni pour la discipline, mais en tout cas, aujourd'hui, la vision a radicalement changé. Au niveau de la communauté scientifique, au niveau des pouvoirs publics. On le voit à cette table d'ailleurs, c'est pas hyper féminin quand même. Tout à fait. Et c'est vrai aussi également au niveau du public. Et ça vient de toutes les recherches qui ont été conduites. En épidémiologie nutritionnelle, donc le laboratoire par exemple que je pilote, on s'intéresse aux relations entre ce que mangent de grandes populations, donc plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliers de participants, et la santé, donc comme l'étude Nutrinet Santé par exemple. Et également d'autres collègues qui travaillent plus au niveau expérimental sur les mécanismes qui sous-tendent ces relations, etc. Et depuis, du coup, des décennies, on accumule des connaissances scientifiques qui nous ont permis aujourd'hui de savoir que la nutrition, c'est un des principaux facteurs de risque modifiables, c'est-à-dire sur lequel on peut agir pour modifier le risque de maladies chroniques, cancer, maladies cardiovasculaires, obésité, etc. On sait aujourd'hui qu'environ 1 décès sur 5 dans le monde est lié à une mauvaise alimentation. Alors évidemment avec des problématiques très différentes entre les différents pays, des problématiques de dénutrition dans certains pays et d'excès dans d'autres. Oui. Mais en tout cas, on a ces liens-là. Pour le cancer, par exemple, on sait qu'on pourrait éviter environ 40 à 50% des cancers par des facteurs de risque modifiables. Et dans le top 10 de ces facteurs, on a 5 facteurs qui sont liés à la nutrition.
alimentation déséquilibrée, l'alcool, le surpoids, obésité, tout ce qui est le manque d'allaitement maternel, la sédentarité, etc. Donc on a vraiment aujourd'hui cette prise de conscience, ces connaissances accumulées qui ont permis d'élaborer des recommandations, et donc notamment Santé publique France, cette année en 2019, a élaboré un certain nombre de recommandations que vous retrouvez sur leur site internet, qui font le bilan de toutes ces connaissances qu'on a et qui les délivrent donc pour le public, qui nous ont permis aussi d'élaborer un système comme celui du Nutri-Score, j'imagine qu'on va reparler également. Vous allez nous en parler tout de suite même. Et qui permet aussi de mettre en place des applications pour guider le consommateur. Et tout ça, derrière, c'est parce qu'il y a eu cette science et cette avancée des connaissances en matière de lien nutrition-santé. Depuis à peu près une disons d'années, que ça s'est accéléré depuis les 20 dernières années, effectivement. D'accord. Alors, le programme national, donc Nutrinet Santé, ça c'est vous qui êtes le chef d'orchestre de ce programme-là. Vous avez également participé, et c'est lié évidemment à l'élaboration de ce qu'on appelle le Nutri-Score. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le Nutri-Score, mais vous allez bientôt le connaître parce qu'il y en a sur de plus en plus de produits. Je crois qu'il y a 116 entreprises maintenant qui ont adopté le Nutri-Score, dont des très grandes entreprises comme Danone ou Nestlé. Et donc 180 maintenant. 180, alors là, vous voyez, donc mes notes étaient extrêmes. Pourtant, là, elles ne sont pas très vieilles, donc effectivement, ça va très très vite. Et donc directement sur le paquet, c'est un peu à l'image de ce qu'on fait sur les économies d'énergie pour quand on achète un frigo ou un lave-vaisselle. C'est la même chose, de A à D, et puis il y a une petite note de A à D. Racontez-nous un petit peu à la fois juste mais très rapidement, la genèse de cette affaire, et puis où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Oui, l'idée du Nutri-Score est très simple. Actuellement, la réglementation INCO au niveau européen impose d'avoir un tableau de valeur nutritionnelle au dos des emballages. C'est quelque chose qui est quand même très complexe à lire, écrit en tout petit, avec des valeurs sur des acides gras saturés, des sucres simples, etc., qui, franchement, quand on n'a pas un niveau d'études déjà dans l'absolu et puis en nutrition, n'est pas évident quand même à saisir. Sans compter qu'en plus, on fait nos courses en passant 2 secondes dans les rayons et puis en achetant rapidement les produits, pour beaucoup, en tout cas, d'entre nous. Donc l'idée, c'était d'avoir en un coup d'œil une idée de la qualité nutritionnelle globale de l'aliment, qui agrège toutes les notions pour lesquelles on a des niveaux de preuve très forts sur les relations avec les risques de maladies cardiovasculaires, cancer, etc. Donc en l'occurrence, acides gras saturés, l'énergie, le sucre, les protéines, la part de fruits et légumes, etc. Et donc, on a compilé ça dans un score qu'on a validé, c'est-à-dire qu'on a mesuré l'adéquation à ce score et on a mis ça en relation avec le risque de différentes maladies chroniques, à la fois dans des cohortes en France, en Europe. Et puis, on a, ce qui sous-tend ce score, on s'en est servi pour élaborer ce système à 5 couleurs. Donc, A, B, C, D, E, ou 5 lettres, 5 couleurs. Et qui permet... J'avais oublié le E tout à l'heure. Oui, oui, ça va jusqu'au E. Le Nutella dont vous parliez tout à l'heure, en l'occurrence. Et donc, l'idée de ce système très, très simple, c'est que si tous les industriels jouent le jeu et la posent sur les produits, tout le monde pourra choisir en connaissance de cause d'un point de vue qualité nutritionnelle. Donc évidemment, l'idée, c'est pas quand on veut faire un apéritif, on sait bien que manger des chips, c'est moins bien que les tomates cerises. Le saucisson. Il n'y a pas de scoop là-dessus, c'est pas là-dessus que ça sert. Mais par contre, si vous voulez manger des chips, dans le rayon des chips, il y a un Nutri-Score qui va de B à E. Et franchement, sans passer 1 heure dans le rayon à tout décrypter, on le voit pas. Et donc le Nutri-Score, ça sert à ça. C'est absolument parfait. Alors on va en reparler, et puis notamment du réseau national Nutrinet Santé qui vous permet finalement d'établir ce Nutri-Score, c'est presque, si je comprends bien. Ça sert à beaucoup de choses. En fait, Nutrinet Santé, c'est vraiment une grande étude, une étude de cohorte. Vous voulez qu'on en parle peut-être dans la partie perspective? On développera un peu tout à l'heure, mais c'était juste pour faire le lien effectivement avec le Nutri-Score qui a derrière des études sur des centaines de milliers de consommateurs. Voilà, on enregistre depuis là maintenant une dizaine d'années les consommations alimentaires de volontaires, donc sur Internet. Et donc là, vraiment, j'appelle toute personne qui souhaiterait rejoindre l'aventure à s'inscrire sur le site Internet. Donc, ça c'est facile, j'ai regardé ça ce matin. études-nutrinet-santé.fr. Et donc, en remplissant ces questionnaires sur l'alimentation, l'activité physique, etc., on fait le lien avec les maladies au cours du temps et ça nous permet vraiment de faire progresser la recherche publique sur les relations nutrition-santé. Voilà. Alors,
Alors, un autre aspect des relations entre nutrition centrée, c'est évidemment la qualité avec laquelle les aliments sont, entre guillemets, fabriqués, notamment les aliments industriels. Alors, Anthony Fardet, vous avez publié en 2017 un livre qui s'intitulait Halte aux aliments ultra transformés. Voilà, donc c'est un peu votre combat. Il n'y a pas que ça. Mangeons vrai. Hein. Et j'ai vu que vous promettez même que vous promettez 10 ans de plus d'espérance de vie en bonne santé en respectant 3 préceptes simples. Alors expliquez-nous un petit peu d'abord ce que vous appelez l'ultra transformé. Ouais. Et puis c'est 3 petits conseils qu'on pourra tous essayer en sortant. Bien sûr, ouais. Pour gagner 10 ans. Je pense que c'est important d'expliquer effectivement l'ultra-transformation parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent, des imprécisions. Donc je voulais juste quand même rappeler qu'on mange des produits industriels depuis le premier aliment industriel, la conserve, avec Nicolas Appert en 1795. Donc ça fait à peu près plus de 2 siècles qu'on mange quand même des produits industriels. Ce qui a sauvé pas mal de vies d'ailleurs, il faut le dire, la conserve. Pardon ? Ce qui a sauvé pas mal de vies, la conserve. Bien sûr, le scorbut, enfin il y a eu plein de choses. L'idée des conserves, c'était aussi d'accompagner les gens qui faisaient des longues distances, les marins, les soldats. Donc les premiers aliments industriels ont aussi accompagné ça, par exemple la margarine avec Napoléon pour les soldats, parce que le beurre était trop cher, je crois. Donc ça c'est important de le préciser, donc il ne faut pas pointer du doigt l'industrie puisqu'on mange industriel. Donc en fait, mais bon, on a été pendant longtemps dans une industrie qui était quand même plutôt au service de l'aliment pour le conserver, notamment, surtout le conserver longtemps, le préserver. Ce qui est plutôt pointé du doigt, en fait, c'est une fraction des aliments industriels, pas tous, parce qu'il y a des aliments industriels de qualité, donc il ne faut pas être manichéen, ça c'est important de le préciser, et qui a commencé après-guerre, où on a commencé à craquer et à fractionner les aliments. Un des premiers aliments qu'on a fractionné, c'est le maïs, parce qu'il y avait des excédents de maïs aux USA, et les USA voulaient être autonomes vis-à-vis du sucre et de la canne à sucre, notamment à Cuba. Donc ils ont trouvé le sirop de glucose-fructose à partir des excédents de maïs. Donc on a commencé un peu à fractionner, moi ce que j'appelle craquer les aliments ou les déconstruire. Et puis ça on récupère finalement toutes les molécules qui sont oui, dedans. C'est-à-dire on déconstruit la matrice de l'aliment. Et donc en fait, on est arrivé à un point culminant dans les années 80. Alors ce sera un peu compliqué d'expliquer pourquoi les années 80. On manque encore un peu de données, mais on a atteint un point culminant, donc avec une arrivée massive de ces aliments. Et donc on a vécu une transition nutritionnelle qui a souvent été sous-estimée, je pense, et dont on a très peu parlé dans les années 80. C'est ce que j'appelle le passage des aliments normalement transformés par l'industrie aux ultra-transformés. Ce que j'ai appelé, moi, le passage des vrais aux faux aliments ou les fake foods, c'est-à-dire une artificialisation croissante de l'aliment. Donc, c'est quoi l'aliment ultra-transformé ? En fait, c'est on passe à des aliments artificiels. Un député parlait même de chimie comestible. En quoi ils sont artificiels ? Eh bien, si vous voulez, on fractionne des aliments de base sur la planète, on les craque, on isole les ingrédients, et on arrive au fait qu'il est plus rentable de vendre les parties séparées de l'aliment que l'aliment de départ. Et ensuite, on recombine tous ces ingrédients, ces nutriments, de manière artificielle, et on peut créer des fausses matrices alimentaires, qu'on appelle les aliments ultra-transformés, ou alors on met tous ces sucres industriels dans des plats préparés, comme les sirops de glucose, les sucres invertis, les isolats de protéines. Donc si vous voulez, on fractionne à peu près 9 aliments sur la planète, pommes de terre, soja, pois, blé, riz, maïs, œufs, lait et viande. Donc vous voyez que déjà, ce n'est pas très associé à une très grande biodiversité. Et avec tous ces ingrédients qui sont produits, on fabrique les aliments ultra-transformés. Donc la grande caractéristique de l'ultra-transformation, c'est d'artificialiser quoi ? La sensorialité de l'aliment. Et chaque aliment a 4 propriétés sensorielles, goût, couleur, arôme, texture. Donc en exacerbant, en modifiant, en masquant la sensorialité de l'aliment de manière artificielle, eh bien, on crée des matrices alimentaires qui sont très attractives et qui sont évidemment très rentables parce qu'elles peuvent nous pousser à en manger plus que de raison. On a tous continué à manger des chips industriels ou des bonbons alors qu'on n'avait plus faim parce que le plaisir l'emporte sur la satiété. Deuxième aspect rentable, on a envie de racheter le produit. Et c'est triplement rentable si les jeunes sont très ciblés très tôt, parce qu'on peut en faire des clients à vie. Et là, le risque est vraiment grave et dramatique, parce qu'avec ces matrices artificielles hyper addictives, on éloigne les enfants des vrais aliments, avec des goûts plus subtils et plus exigeants, parce que c'est peut-être plus exigeant, vous mettez un enfant devant un Kit Kat et un poireau, c'est vite fait. Donc en fait, je pense que si on a compris que l'aliment ultra transformé est un aliment dont on a déconstruit la matrice,
et que on l'a recréé de manière artificielle avec des additifs et des ingrédients de type cosmétique, comme on soulignait tout à l'heure, c'est-à-dire pour modifier la sensorialité. Parce que, en fait, remarquez bien, quand vous achetez un produit, certes, l'aspect santé compte, mais s'il ne répond pas à une bonne sensorialité, c'est-à-dire goût, couleur, arôme, texture, vous risquez de ne pas l'acheter. Donc, il faut non seulement qu'il soit bon pour la santé, mais appétant. Mais le problème, c'est qu'on exacerbe artificiellement cela. Et donc, on habitue les gens à des goûts, des couleurs, des arômes et des textures qui ne sont pas réels. Par exemple, on fait des couleurs très vives, des goûts sucrés qui sont calculés pour être à l'optimum, en fait, pour que vous rachetiez derrière. Des textures aussi. Par exemple, on dit souvent que les enfants mangent de plus en plus mou. Et ces aliments ultra transformés sont souvent très friables, avec des textures très molles, qui demandent moins de mastication, donc ils sont moins rassasiants. Voilà, donc en fait, pour répondre à votre question, ce qu'on pointe du doigt surtout, c'est cette déviance de certains produits industriels, pas tous, qui ont basculé dans l'ultra-transformation. Parce que la question principale n'est pas la transformation, mais quel degré de transformation est acceptable pour ne pas mettre en risque la santé. Et une hypothèse, moi, que je défends, c'est que où on a été trop loin, c'est en déconstruisant les matrices alimentaires et en créant des fausses matrices qui sont très attractives. Et je pense que c'est ce degré, comme le montrent beaucoup d'études sur les ultra-transformés, que aussi l'équipe de Mathilde Touvier a faite, où on voit bien quand même que les populations dans le monde qui consomment régulièrement ou en excès tous ces aliments ultra-transformés sont beaucoup plus à risque de maladies chroniques et de dérégulations métaboliques. Donc non, il n'y a aucun discours anti-industriel. On pointe du doigt une certaine catégorie d'aliments. Et il faut préciser que dans nos sociétés occidentales, le marché est saturé, c'est-à-dire que le taux de progression des ultra-transformés est entre 2 et 4%. Mais que dans les grands pays émergents comme l'Amérique du Sud, l'Asie du Sud-Est, le Maghreb et l'Afrique noire subsaharienne maintenant, les courbes de progression sont à 2 chiffres, c'est-à-dire qu'ils sont en train de se substituer aux produits locaux. Et ça, c'est dramatique. Donc, j'ai discuté avec des gens qui vivent en Amérique du Sud. On voit maintenant des diabètes de type 2 apparaître chez des enfants entre 15 et 25 ans. Il y a des docteurs, j'ai vu des reportages où les docteurs reçoivent de plus en plus de diabétiques avec des amputations. On a des maladies cardiovasculaires qui arrivent maintenant entre 20 et 30 ans. Donc voilà. Est-ce qu'il y a un lien aussi, parce que ça c'est quelque chose qu'on dit de temps en temps, entre justement l'aliment ultra transformé et les nouvelles allergies qui apparaissent. Je prends un exemple, j'ai un ami qui est éleveur, il me disait qu'aujourd'hui un litre de lait écrémé, c'est vraiment ou du lait demi-écrémé, c'est ça. C'est un aliment en fait ultra transformé parce qu'on a enlevé toutes les protéines, on a remis des vitamines, et du coup, est-ce que c'est pour ça que il y a de plus en plus de gens intolérants au lactose ou d'autres intolérants au gluten dans d'autres cas? Est-ce qu'il y a un lien avec ça ou pas? Je ne pense pas qu'on ait assez d'études pour dire qu'il y a un lien. Ce n'est pas trop mon domaine, donc je ne m'y risquerai pas. On demandera à Mathilde tout à l'heure. Ouais, non, voilà, c'est ça. Donc en fait, non, la chose que je voudrais dire, ça aussi, ça fait partie de mes hypothèses de travail, c'est qu'en fait, moi je pense que tous les aliments fournis par la nature ne sont pas mauvais en soi. Il n'y en a aucun qui est mauvais en soi. L'homme s'est toujours habitué à son environnement. Quand il a changé d'environnement, il s'est adapté. Quand il est devenu sédentaire, il s'est mis à consommer des céréales, des produits laitiers, au néolithique. Voilà. Moi, je pense que le problème est dans l'intervention de l'homme. C'est-à-dire que l'homme, pour chaque aliment, intervient à 2 niveaux, la quantité consommée et la transformation. Donc je pense que tout aliment qui est trop transformé, trop déconstruit et consommé en grande quantité devient problématique. Et donc, une hypothèse que je défends et qui est en train d'être testée par l'INRA d'ailleurs, c'est que, par exemple, l'hypersensibilité au gluten non cœliaque, qui n'existait pas auparavant et qui n'est ni la maladie cœliaque, ni l'allergie au blé, et on ne connaît pas le pourcentage, hein, c'est un diagnostic par défaut. Je pense qu'on a tellement, par exemple, isolé le gluten, le fameux gluten vital, qu'on a remis comme texturant dans des sauces, des liants. Ouais. Donc on s'est mis à en mettre partout. On en a rajouté dans les pains congelés pour qu'ils supportent la congélation, les pains industriels. Donc moi je crois plutôt que, alors là il faudra le tester. Hein, les farines, pour que les farines lèvent plus aussi. Voilà, donc en fait le problème... Donc finalement, on n'est pas dans les protéines du gluten, qui est d'ailleurs un terme technologique. Il n'y a pas vraiment de gluten en tant que soi dans le blé. Le gluten, c'est un terme technologique qu'on récupère après des procédés technologiques. Donc je pense que le problème n'est pas tant dans le gluten que dans le fait qu'il est hyper transformé et qu'on s'est mis à en consommer beaucoup plus qu'auparavant. Voilà. Enfin, bon, c'est une idée de réflexion. On peut en débattre. Donc, mais sinon, pour les allergies, je ne suis pas spécialiste, donc je ne dirais rien de plus. Et vous disiez, j'avais lu dans une de vos publications, vous disiez que par exemple, le pain
et les pâtes sont faites toutes les deux avec du blé, avec le blé dur, exactement la même matière, et pourtant qu'à l'arrivée, quand on les ingère, c'est complètement différent. Oui, c'est une étude de 1994 par des Suédois. Ils ont juste fait un pain à partir de blé dur et des pâtes à partir de blé dur, donc deux produits sensiblement de composition identique, mais avec des index glycémiques différents. C'est normal parce que la technologie du pain fait que c'est un produit plus aéré avec un sucre qui est plus vite digéré que dans les pâtes alimentaires qui sont considérées comme des sucres lents. Donc là, vous mettez le doigt sur ce qu'on appelle l'effet matrice, c'est-à-dire que deux aliments de même composition mais qui ont une structure différente peuvent donner des effets métaboliques et physiologiques différents. Donc ça, c'est aussi très important. Et justement, dans les aliments ultra transformés, ce que je défends, c'est qu'on a justement une perte de l'effet matrice qui est très importante. Et on a fabriqué donc des matrices qui sont aussi certes enrichies, beaucoup plus enrichies en sucres, sels et gras, additifs, xénobiotiques, qui sont des composés étrangers à l'organisme humain, etc. Des produits peu rassasiants et qui, de manière statistique, il y a des exceptions, ont tendance à être plus hyperglycémiants, c'est-à-dire à élever l'insuline. Et si vous savez que si vous mangez très souvent hyperglycémiant, l'insuline finit un peu par fatiguer et on peut créer une insulinorésistance sur le long terme, qui est la pré-étape du diabète de type 2. Bon, alors on reviendra tout à l'heure, et notamment sur les conseils que vous donnez, là, j'ai pas oublié. J'ai répondu. Oui, non, mais on va le reprendre tout. Dans la deuxième question. Dans la deuxième partie, comme ça on va maintenir un petit peu le suspense. D'ailleurs, c'est un scoop. Et je voulais maintenant passer la parole à Stéphane Gigandet, parce que vous êtes aussi un personnage étonnant, vous êtes informaticien à la base, mais votre truc, c'est les blogs culinaires. Donc, vous avez des blogs de recettes de cuisine. Comment il s'appelle, votre blog culinaire, déjà ? C'est un portail de blog culinaire, ça s'appelle recette.de, tout simplement. Voilà. Bon, alors, et puis un jour, vous êtes dit, moi, j'ai envie de créer une base de données de la composition nutritionnelle des aliments. Alors, racontez-nous comment c'est venu et à quoi ça aboutit. En fait, moi, je suis un peu comme tout le monde dans cette salle. En fait, je ne suis pas chercheur nutritionniste, je ne suis pas industriel, et on pourrait se dire que, c'est qu'est-ce qu'on y connaît après tout en nutrition, nous citoyens. Et pourtant, on mange tous 3 fois par jour, et on s'est dit, d'un côté, il y a les pouvoirs publics qui font des recommandations, des chercheurs, de l'autre, il y a les industriels qui proposent une offre. Qu'est-ce que nous, en tant que citoyens, on peut faire ? Et on s'est dit, pourquoi pas créer une association à but non lucratif pour faire un Wikipédia des produits alimentaires, effectivement. On avait ce grand modèle qui était Wikipédia, et on s'est dit, on va faire la même chose pour les aliments. Et donc, du coup, on a fait une application mobile qui permet tout simplement donc ça, c'était en 2012, de scanner les aliments, de prendre des photos, des ingrédients, du tableau nutritionnel, et on a mis tout ça dans la base Open Food Facts. Et alors, le principe, c'est que je vois un aliment, il n'y a pas la composition, ça, je le faxe, je vous l'envoie, et vous avez des gens qui ensuite peuvent extraire. C'est exactement des bénévoles qui travaillent. C'est le même principe que Wikipédia. Wikipédia, c'est écrit par tout le monde ici, en fait. Ouais. Donc il y a des gens qui écrivent, des gens qui corrigent, des gens qui complètent. C'est exactement la même chose sur Open Food Facts. Il y a des gens qui envoient des photos, il y a d'autres gens qui saisissent, parfois les mêmes. Il y a des gens qui développent des technologies d'intelligence artificielle pour extraire automatiquement les données de photos, etc. D'autres qui implémentent des scores, justement comme le Nutri-Score. Pour créer cette base. Voilà. Et alors la particularité donc de cette base de données, c'est que c'est un système ouvert. Donc ouvert, ça veut dire totalement accessible par tout le monde, gratuit, utilisable, etc. Et que donc votre objectif, c'est que de plus en plus de gens utilisent votre base de données dans leurs applications différentes. Alors notre seul objectif, c'est l'impact qu'on peut avoir sur la société, la santé des gens et l'environnement. Mathilde disait tout à l'heure, on est dans un supermarché, il y a les chips. On a tous envie de choisir les chips qui sont, ou les chips ou les paquets de céréales. Depuis qu'on sait que ça va de B à D. Voilà. Donc on a tous envie de choisir les chips qui sont les plus sains pour nous, pour nos enfants, ceux qui ne font pas de mal à la planète. Et c'est super dur. Et c'était le premier usage un peu évident de la base Open Food Facts, c'était décrypter les étiquettes. Alors à l'époque, il n'y avait pas le Nutri-Score. On a commencé avec les feux tricolores nutritionnels qui indiquaient trop gras, trop sucré, trop salé. Ça, c'est quelque chose qui était en vigueur au Royaume-Uni, qui avait été refusé au niveau de l'Union européenne en 2009.
Et puis en 2014, je crois, j'ai entendu parler de ce qui allait devenir Nutri-Score. Et j'ai trouvé ça génial, quoi. Effectivement, c'est comme l'étiquette énergie des frigos. On ne va pas acheter un frigo noté C si à côté il y a un frigo noté A qui est à peine plus cher. Et donc on a contacté l'équipe de Mathilde Touvier. Ils nous ont donné la formule et on a pu calculer le Nutri-Score pour tous les produits du monde, en fait. Et on l'a fait à travers l'application Open Food Facts. Et ça, c'est quelque chose dont on est très fiers parce qu'on s'est un peu invité dans le débat. On s'est dit, voilà, en tant que citoyen, on trouve que le Nutri-Score, c'est génial. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour encourager son adoption? Parce qu'on n'en a pas parlé, mais l'industrie s'est battue farouchement contre et continue à se battre contre le Nutri-Score dans beaucoup de pays. Voilà, c'est pas quelque chose qu'ils ont mis. Voilà, on n'a pas précisé, mais le Nutri-Score n'est pas obligatoire et ne peut pas être obligatoire, hein, c'est ça? Oui, peut-être un petit mot. En fait, le Nutri-Score en Europe ne peut pas être obligatoire à cause du règlement européen INCO, qui fait que même si un État membre veut l'apposer, et donc la France, les pouvoirs publics l'ont reconnu comme étant le système officiel, validé scientifiquement, etc. C'est le cas maintenant aussi en Espagne, en Belgique, en Allemagne. Mais pour autant, on ne peut pas le rendre obligatoire tant que la réglementation ne sera pas modifiée au niveau européen. Donc il y a une initiative citoyenne en ce moment où vous pouvez aller signer une pétition sur le site de la Commission européenne. C'est une pétition tout à fait officielle. Et si on arrive à avoir 1 million de signatures au niveau européen, donc c'est quand même contraignant, ça contraindra l'Europe à changer cette réglementation. Donc c'est quand même vraiment quelque chose... On a le pouvoir en tant que consommateur, en tant que citoyen à ce niveau-là. Voilà, il faut le faire. Donc c'est pro Nutri-Score. Il faut aller signer cette pétition. Bon. Pendant que vous y êtes, notez sur votre calepin ou votre téléphone Nutrinet Santé. Il faut absolument s'inscrire à Nutrinet Santé parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir avoir plus de connaissances sur l'impact de l'alimentation. Votre appli s'appelle? Alors mon appli, elle s'appelle Open Food Facts comme la base. Donc on a créé une application qui permet d'avoir le Nutri-Score, qui permet d'avoir aussi le score Nova, justement qui mesure le degré de transformation des aliments. Et on met tout ça dans et on scanne les produits. Alors, expliquez-nous, parce qu'évidemment, vous avez combien d'utilisateurs de votre application à peu près, Alors, on a à peu près 1 million d'utilisateurs actifs par mois. Alors, c'est moins que les maintenant 13 millions. Ils ont annoncé 13 millions. Ils ont annoncé 13 millions. Alors, moi, utilisateurs de Yuka. J'ai des chiffres vraiment trop vieux, mais oui, alors expliquez-nous un petit peu la différence avec Yuka, qu'évidemment tout le monde connaît probablement dans cette salle, et parce que ça a démarré finalement à partir de votre base de données. Mais en fait, il y a une différence d'approche, et puis après, il y a des choix qui en découlent. Nous, ce qu'on fait, c'est on est une association 1901 à but non lucratif, et donc justement, toute cette base, en fait, on l'a construit grâce à vous tous et on la redonne à tout le monde pour qu'elle puisse être utilisée dans le maximum d'applications pour que ça ait le plus d'impact. Donc toutes les applications que vous utilisez aujourd'hui, elles ont été créées grâce à cette base Open Food Facts, que ce soit Yuka ou d'autres. Alors, malheureusement, Yuka a décidé de ne plus utiliser la base Open Food Facts et de refaire une base de données privées. Nous, on est persuadés que c'est vraiment important d'avoir une base publique. Mais ils disent qu'ils vous envoient quand même leurs données, c'est ça ? Ils nous envoient effectivement encore certaines données, pas toutes malheureusement. Alors, j'espère qu'ils vont changer d'avis et revenir. En fait, l'idée, c'est de construire un bien commun. En fait, les données sur les aliments, c'est des données. Alors, c'est des données qui sont privées, mais c'est des données d'intérêt public et il faut qu'elles soient publiques, qu'elles soient librement accessibles à tout le monde, gratuitement. Et puis surtout qu'elles soient accessibles pas seulement à travers une application, parce que les applications, c'est bien, mais bon. Toutes les personnes qui utilisent soit Open Food Facts ou Yuka ou d'autres, finalement, c'est pas elles qui ont le plus besoin de ces informations parce qu'elles sont déjà sensibilisées à la nutrition. L'enjeu, c'est de toucher les 50 millions de Français qui n'utilisent aucune de ces applications. Et c'est pour ça que le Nutri-Score est si important. En fait, nous, pourquoi on a choisi d'afficher le Nutri-Score dans Open Food Facts et pas de faire notre propre score? C'est parce qu'on a envie que le Nutri-Score soit adopté par tout le monde et qu'il soit adopté sur les produits de Système U et partout. C'est ça qui est important. On va d'ailleurs en parler à l'instant à propos de Système U. Mathilde, vous vouliez juste ajouter un petit quelque chose? Oui, sur les applications, un point très important, parce que outre le fait que oui, il y a cette notion de public en toute transparence accessible à tous, il y a aussi la question de la fiabilité des informations. Et le problème actuellement de l'application Yuka, c'est que, bon, peut-être pour vouloir bien faire, et effectivement, on poursuit sûrement un objectif commun, ils vont agréger des informations pour lesquelles on a un très fort niveau de preuve scientifique, donc sur la qualité nutritionnelle, le Nutri-Score, mais avec des informations pour lesquelles, là, pour le coup, alors on ne dit pas qu'il n'y a pas forcément de problème ou de question, mais là, on n'en est pas du tout là. Sur les additifs alimentaires... Et ce sont les additifs, oui, parce qu'en fait, c'est une grosse partie de la notation, je crois que c'est 30%, quelque chose comme ça. Oui, alors déjà, ça aussi, la question de comment est-ce qu'ils prennent la qualité nutritionnelle, les additifs alimentaires et l'aspect pesticides contaminants.
Et sur ces deux volets-là, là, pour le coup, on n'en est pas du tout au même niveau en termes de niveau de preuve. Mais oui, on ne sait pas. Donc, Il y a eu beaucoup de bouquins d'écrits, mais en fait, les scientifiques, eux, ne... Voilà, on en parlera dans les perspectives. On est vraiment en train de lancer maintenant le premier programme de recherche au monde sur additifs alimentaires et liens avec la santé à long terme. Donc, on n'en est pas à pouvoir dire je fais une application, c'est facile. Alors, eux, ce qu'ils disent, c'est oui, mais le consommateur a envie de savoir. Oui, mais si on ne sait pas, on ne va pas lui dire n'importe quoi. Et c'est le monde moderne. Donc, cette note agrégée avec pesticides, additifs, n'importe comment, ça, nous, on ne cautionne pas du tout d'un point de vue scientifique. Et au contraire, Open Food Facts, c'est beaucoup plus neutre et tout à fait en ligne avec le niveau d'information scientifique qu'on a actuellement. C'est vrai que c'est tentant en tant que consommateur d'avoir une appli qui dit bon, pas bon, médiocre, etc. Mais le problème, c'est que la réalité, elle est plus complexe. Par exemple, si on regarde du point de vue du Nutri-Score, il y a des aliments très bons d'un point de vue nutritionnel, mais du point de vue de la transformation, ils ont des additifs, etc. Et c'est ultra transformé. Et pour l'instant, on n'a pas forcément les clés pour choisir. Et puis, c'est quelque chose de personnel, en fait, aussi. On a tous des attentes différentes par rapport aux aliments. Pour certains, ça va être la nutrition le plus important. Pour les hypertendus, ça va être le sel. Pour d'autres, ça va être le bien-être animal ou l'huile de palme, etc. Et donc, je pense que c'est important de montrer les aliments dans leur complexité, que chacun puisse choisir avec ses propres critères. C'est ça qui est aussi. Alors, je voulais... Alors, très vite, parce que je voudrais qu'on parle avec Dominique Schelcher. Je suis d'accord qu'effectivement, dans Yucca, on ne sait pas trop d'où vient les 30% pour les additifs, mais je pense qu'il y a quand même... Bon, c'est vrai qu'il y a des études, l'INRA de Toulouse aussi publie sur les additifs. Ouais. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de doutes, des liens entre les additifs et l'hyperactivité des enfants. Et enfin, voilà. Donc il y a aussi peut-être... Il y a des soupçons. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Mathilde, mais il y a aussi quand même le principe de précaution. Parce qu'en fait, après, il y a l'effet cocktail. Donc, comme il y a 338 additifs autorisés au niveau européen et 48 en bio, de toute façon, la science ne pourra jamais étudier toutes les combinaisons. C'est des milliards et des milliards de combinaisons. Déjà, il n'y a rien qu'avec 5 additifs. Donc, c'est une question que je soumets à débat. Est-ce que, comme de toute façon, on ne pourra jamais arriver au bout scientifiquement, est-ce qu'il ne faut pas appliquer le principe de précaution ? Voilà. Est-ce qu'il faut... Alors, on va en reparler tout à l'heure. Je voulais me donner la parole à Dominique Schelcher. Donc, vous êtes de l'autre côté de la barrière, si j'ose dire. Vous êtes une PDG donc, de Système U, la grande chaîne de supermarchés. Est-ce que vous avez adopté le Nutri-Score d'abord ? Ah oui, alors déjà, absolument, j'ai confirmé tout à l'heure. Système U apposera sur ses produits donc, à la marque U, le Nutri-Score, à partir des nouveaux emballages qu'on crée dans les prochains temps. Donc ça y est, c'est fait. Le Nutri-Score est en train de s'imposer. En fait, on a été un peu observateur aussi pour voir quel était le modèle qui émergerait. C'est bien celui-là. Et donc, je pense qu'il est aujourd'hui adopté par presque tout le monde et les plus gros acteurs. Donc on y va nous aussi. Entreprise. Alors, au-delà de ça, donc, vous êtes engagé dans effectivement toutes ces histoires de nutrition. Vous êtes partenaire d'une cause qui s'appelle Agir pour mieux manger, qui a été lancée par la plateforme make.org. Alors, c'est quoi ? C'est une sorte de pétition, c'est ça ? C'est une grande consultation nationale. Make.org, c'est en fait une start-up qui est la spécialiste des grandes consultations sur le grand âge, la santé. Et donc, il y en avait une au printemps sur comment mieux manger demain. Et donc, avec d'autres entreprises, avec une trentaine d'associations, on a interrogé les gens. 400 000 Français se sont manifestés. Beaucoup ont voté de manière très précise et on a à la fin 8130 propositions de manière très exacte sur c'est quoi pour vous mieux manger demain. D'accord. Donc c'est à ça qu'on a participé exactement. Je pourrais vous dire ce qui en ressort tout à l'heure. Ouais. Alors, d'autre part, vous avez lancé vous aussi votre application entre guillemets concurrente ou pas, à la fois de Yucca, d'Open Food Facts et des autres. Et alors, elle s'appelle Y'a quoi dedans ? Je mets la petite... Alors, mais avant d'expliquer c'est quoi Y'a quoi dedans, je voudrais dire pourquoi on en est arrivé là. Ouais. En fait, moi, je suis un observateur sur le carrelage de ce qui se passe avec la connaissance qu'ont les gens, finalement, qui vient d'être décrite. En fait, pendant 40 ans, on a développé en France un modèle de grande consommation poussé par les acteurs de la grande distribution qui aujourd'hui est en train de prendre fin et puis on est en train de tourner une page. Et on tourne cette page, je dirais, depuis un peu qu'Open Food Facts, dans les années 2012, a commencé à sortir des infos, que les gens, les consommateurs se sont appropriés ces infos.
Et on commençait effectivement à nous interroger, à venir différemment dans les magasins, à nous interroger. On a commencé à voir les gens sortir leur téléphone pour scanner un Gencode et puis avoir les infos sur les produits, à nous interpeller en magasin toujours davantage. On a compris que le lien entre ce qu'on mangeait et la santé était là maintenant au quotidien, et ça s'est traduit dans les comportements. Donc il y a quand même quelques chiffres qu'il faut avoir en tête et qui traduisent la fin de ce modèle et l'ouverture, le début d'un autre modèle. Aujourd'hui, les Français fréquentent en un mois 7,8 points pour se fournir en alimentation. 7,8 points, c'est un record en un mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont dans un supermarché, un magasin bio, ils reçoivent un panier AMAP de fruits et légumes, ils vont chez un boucher ou alors chez l'éleveur même qui coupe la viande. Et quand on les interroge... Ça, c'est beaucoup plus qu'avant. C'est beaucoup plus qu'avant. Parce qu'avant, le modèle supermarché hyper était dominant. Il n'est plus dominant exactement depuis 2017 dans les chiffres d'affaires. Exactement. Donc c'est un vrai bouleversement. Et quand on interroge les gens de savoir, mais pourquoi allez-vous dans 7,8 magasins différents alors ce serait tellement plus simple d'aller dans un seul, ils répondent parce que je ne trouve plus la qualité que je recherche au même endroit. Et donc pour nous, c'est une vraie problématique et donc on cherche à répondre à ça. Ça, c'est un premier critère qui fait que les choses changent. Un deuxième élément qu'on voit, la consommation des produits justement de grande consommation, la grande consommation est en recul. Pour la première fois, en 2018, c'était net et ça se confirme cette année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les produits de grandes marques internationales... Dans l'alimentation uniquement? Dans l'alimentation, je parle bien dans l'alimentation, qui ne racontent plus d'histoire particulière, qui ne racontent pas que les ingrédients viennent de là, qui sont hyper standardisés, qui n'ont pas fait d'efforts sur la qualité de la recette, ces produits-là sont en recul. Et qu'est-ce qui, d'un autre côté, progresse? Et là, il y a un dernier chiffre peut-être que je citerai. Où est la confiance? Quand on dit j'ai plus confiance, mais alors elle est où la confiance aujourd'hui? Eh bien, les études disent une chose très simple, on a confiance dans les produits locaux à 82%, quand on a confiance qu'à 37% aux produits des grandes marques. Et donc ce chiffre dit tout. Donc nous, on accompagne ce mouvement et on l'a accompagné en créant il y a quoi dedans une appli. Notre idée n'était pas du tout de concurrencer l'appli leader du marché, c'était pas ça le but. Le but, c'était d'apporter notre pierre à l'édifice. C'est exactement le même discours que Stéphane. Il a lancé Open Food Facts pour apporter la connaissance et que cette base serve. On se sert d'Open Food Facts pour faire il y a quoi dedans. On donne notre information pour contribuer à la transparence sur le contenu des produits et tous les produits du marché, les nôtres et les autres. Et voilà, c'est une contribution. Mais sinon, bien sûr, c'est pas tout. Le cœur de Système U, c'est d'être présent. On est beaucoup présent dans les territoires, on est peu présent à Paris. On a quelques magasins, mais ce n'est pas là notre territoire d'expression. Donc en fait, on est dans les territoires de France, à 50% dans les villes de moins de 5000 habitants. Et là, le boulot de chaque patron indépendant, on est une coopérative, c'est de sélectionner les bons produits du coin. Et c'est ces produits-là que les gens aiment en ce moment. C'est ces produits-là ils ont fait 70% de notre croissance l'année dernière. Et alors, donc, en moyenne, dans un supermarché U, quelle est la part des produits locaux dans le chiffre d'affaires? En moyenne, c'est 20%. 20%. Mais c'est un chiffre qui progresse fortement. Comme dit, les très grandes marques sont en difficulté pour certaines. Certaines commencent à se remettre en cause, mais je pense que certaines ont loupé des coches et perdent des marchés parce qu'il y a des plus petites entreprises qui se sont glissées entre, qui ont mieux répondu aux attentes des gens, notamment par exemple aussi sur le bio. Un des indicateurs de fort développement, c'est le bio. Hein. Par exemple, ça, c'est quelque chose qui progresse à 22% chez nous depuis le début de l'année, et ce, depuis plusieurs années. Donc, il y a des petites entreprises qui se sont glissées là-dedans, et nous, on cherche, on travaille, on référence ces PME, ces TPE françaises, et c'est ces produits-là que les gens attendent avant tout. Et sous d'autres formats aussi, j'ajoute que sous d'autres formats, par exemple, quelque chose qui se développe actuellement très fort, et pour plein de raisons, la qualité, mais aussi l'emballage, c'est le vrac, par exemple. Le vrac, on revient au vrac d'antan, quoi.
Ça représente quelque chose d'important ou c'est juste pour les biscuits d'apéritif? Parce que moi, ce que j'ai vu, c'est quand même des noisettes. Ah non, aujourd'hui l'offre se développe partout. Il suffit de se balader dans Paris, il y a des magasins qui font que ça. Vous avez des pâtes, vous avez aujourd'hui non, mais je parle chez vous, là, dans vos systèmes U. Mais chez nous, oui, il y a des pâtes, des légumes secs, bien sûr des céréales pour le petit déjeuner. Non, ça se développe de tous les côtés. Voilà. Et puis, alors un scoop, là, vous allez nous dire quel est le produit qui s'est le mieux vendu sur les rayons Système U cette année. Allez-y. Mais simplement pour dire que les Français sont hyper paradoxaux. Parce que vous êtes allez, dites-nous le produit. Vous êtes tous venus pour savoir comment mieux consommer. Et en fait, le produit le mieux vendu dans nos rayons depuis le début de l'année, c'est incroyable, c'est Nutella Biscuit. C'est la nouveauté de Ferrero. Alors c'est un très bon produit, mais diététiquement, si on demandait aux spécialistes, on parlait des promotions sur les pots de Nutella tout à l'heure. C'est plus compliqué. Mais voilà, la France est totalement paradoxale. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec ce produit-là, elle se fait plaisir aussi. Les gens se font plaisir, tout simplement. Alors c'est le plaisir, et puis c'est aussi le prix. C'est-à-dire que le prix a encore un impact considérable. Oui, alors là, c'est un point extrêmement important. On entend de plus en plus dire, oui, mais les études montrent et disent que les Français sont prêts à payer éventuellement un peu plus cher pour des produits plus qu'on voit avec le bio. Plus qualitatifs, notamment le bio. Souvent un produit de PME, d'une petite entreprise du coin, il va être un peu plus cher parce que produit en France avec des ingrédients français, etc. Dans les faits, c'est pas encore tout à fait ça. Oui, il y a une partie des Français qui ont les moyens de payer un peu plus cher pour ces produits-là, mais il y a encore 50% des Français, les études sont claires, qui à la fin du mois ont du mal à boucler leur budget. Et donc là, le prix et le prix bas restent une priorité. Et donc nous, commerçants, on a cette équation complexe à résoudre, l'attente du prix, l'attente d'une qualité meilleure, qui se traduit par exemple chez nous par un gros travail sur les recettes de nos produits depuis maintenant des années, parce qu'on avait conscience peut-être de ça même un peu avant les autres. Et puis l'autre bout de la chaîne, parce que quand on dit prix, bien sûr, il y a l'attention consommateur, il y a la production, mais il y a aussi au bout de la chaîne le producteur qui doit être rémunéré de manière la plus juste possible, et qui est un vrai débat en France aussi aujourd'hui. Et là aussi, on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice avec ce qu'on appelle des contrats tripartites pour saluer ça. Mais il y a derrière ce débat-là de oui, est-ce que manger mieux coûte un peu plus cher? La réalité, c'est que tout le monde ne peut pas se payer ça. Mais il y a d'autres réponses aussi, je voudrais dire. Moi, ce qui me frappe souvent, j'adore observer, donc je suis à la tête d'une coopérative et donc moi-même propriétaire d'un magasin. J'adore observer le comportement des clients et de voir ce qu'ils mettent dans le caddie. Les gens qui n'ont pas forcément le plus grand pouvoir d'achat, mais ce sont souvent eux qui achètent le plus de produits transformés, alors que si ils achetaient des produits bruts, une côtelette, des haricots cuisinés eux-mêmes, ça leur coûterait bien moins cher. Et donc il y a toute une éducation, une pédagogie à refaire pour sortir de cette ultra-transformation, et il est possible de manger à coût abordable si on revoit les choses différemment. Il faut qu'on sorte de ce système. Voilà, on est vraiment là au cœur du sujet, en fait. C'est ça. Anthony Fardet, non, mais c'est... Très court. Parce que vous disiez que les Français, ça prouve qu'ils veulent se faire plaisir. Bon. Moi, oui, je sais, vous préférez le poireau, c'est clair, vous l'avez dit tout à l'heure. Ce que je veux dire, c'est que quand même, tout le monde n'est pas comme ça. Vous parliez de l'éducation à l'alimentation, l'idée c'est de se faire plaisir plutôt avec des vrais aliments. C'est-à-dire le vrai goût des aliments, et pas de se faire plaisir avec des aliments ultra transformés, parce que c'est justement le but qui est recherché. C'est de les rendre artificiellement addictifs pour que les gens derrière, tac, rachètent. Voilà. Donc en fait, vous voyez le fond. Le biscuit Nutella. Le fond, c'est quand même de rééduquer. Vous parlez de l'éducation, c'est aussi ce qui me tient à cœur, et je pense que ça a toujours été la voie royale à long terme. C'est effectivement de rééduquer c'est des goûts plus exigeants, les vrais aliments, c'est vrai. Quand on va vers les aliments ultra transformés qui ont des goûts standardisés, quel que soit l'endroit de la planète où on va, il n'y a pas de risque. On sait quel goût on va avoir. Parce que c'est des goûts qui ont été standardisés.
Parce que c'est quoi le risque quand on va à l'étranger? Qui sont exacerbés. C'est quoi le risque quand on va à l'étranger de manger local? C'est de pas aimer. Alors qu'avec le produit hyper standardisé, ultra transformé, c'est l'effet Big Mac. Il n'y a aucun risque. Ouais. Donc en fait, c'est des plaisirs faciles d'accès, sans risque. Et c'est bien ça le problème. Oui, c'est ce qu'on dit sur le yaourt à la fraise, c'est-à-dire que il est à la fraise pas parce qu'il y a des fraises dedans, il y a des vrais morceaux de fraises, mais en fait c'est parce qu'on rajoute de l'arôme fraise, parce que sinon il n'aurait pas goût de fraise. Vous avez des yaourts aux fruits, sans fruits, avec que des arômes. Ouais. Ouais, Enfin, c'est marqué arôme fruits quand même sur l'emballage, heureusement. Voilà. Oui, non, mais bon, il y a des vrais morceaux, mais en fait c'est l'arôme qui fait le goût, quoi. En fait, c'est ça, on va dire. Mathilde, oui. Oui, juste sur la question des inégalités sociales de santé, c'est clair que la nutrition, c'est un marqueur emblématique de ça. Si on regarde juste l'obésité, évidemment, qui est très liée à la manière dont on s'alimente, même si pas uniquement, pour le surpoids et obésité, on a à peu près la moitié des adultes français qui sont en surpoids ou obèses. On a 17% chez les enfants. La moitié des adultes français qui sont en surpoids ou obèses, oui. 17% chez les enfants. Mais ce chiffre-là, des 17% là, chez les enfants, il est très différent selon le niveau d'éducation des parents. Et on a à peu près un quart des enfants qui sont en surpoids ou obèses chez les enfants dont les parents ont moins du baccalauréat, alors que ce chiffre est seulement de 10% quand on est dans les classes dont les parents ont au moins niveau licence. Donc vous voyez, ces chiffres-là sont vraiment drastiques en termes d'inégalité sociale de santé. Et effectivement, c'est ce qui a été dit, ça ne coûte pas plus cher de manger correctement et de suivre les recommandations. Et notamment, évidemment, quand on se fait soi-même des pâtes, etc., c'est vrai. L'exemple du Nutella biscuit, quand on prend un bon morceau de pain avec un peu de confiture ou même un petit carreau de chocolat, un pain complet si possible, on va avoir nutritionnellement quelque chose qui est beaucoup mieux. C'est quand même très bon et honnêtement, moi j'ai des enfants, ça passe très très bien. Et c'est quand même beaucoup moins cher au kilo. Parce qu'ils n'ont pas encore goûté le biscuit Nutella. Mais si, ils ont goûté comme tout le monde. Mais voilà. Voilà, c'est ça. À l'occasion. Oui, non, mais il de fréquence. Il y a un vrai sujet finalement avec le plaisir. Alors, justement, dans cette éducation du consommateur, Stéphanie Gandé, qu'est-ce qu'on peut faire? Et est-ce que le numérique peut être une forme de réponse? Alors oui, bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire pour l'éducation, mais c'est déjà l'école, les parents, la cuisine, etc. Moi, le numérique, je pense qu'on peut s'en servir aussi pour surtout éduquer les producteurs, par exemple. On est en train de faire une plateforme pour les producteurs pour qu'ils puissent facilement mettre leurs données et qu'on puisse leur dire votre jambon, là, il est 60% plus salé que les jambons du marché. Il n'y a peut-être pas de raison, vous avez peut-être un moyen de l'améliorer. On va leur dire automatiquement aussi, votre produit ici, alors on va leur dire, on ne va pas le mettre en place publique, on va leur dire gentiment pour justement, parce que nous on croit, moi en tout cas je suis très optimiste, je crois à l'intelligence collective, etc. Donc je suis sûr que si on dit aux producteurs qu'ils peuvent facilement faire un meilleur produit en retirant un peu de sel, ils le feront. Si on leur dit aussi, votre produit machin, on enlève 3% de sucre et la note Nutri-Score passe de C à B, il y a aussi de bonnes chances qu'ils le fassent aussi. Et donc voilà, c'est aussi à ça que ça va servir, cette grosse base de données sur les produits alimentaires, c'est de trouver toutes les opportunités faciles d'amélioration pour que l'offre alimentaire devienne de meilleure qualité. Voilà, pendant des années, les industriels se sont battus sur les prix. Maintenant, ça serait bien qu'ils se battent sur la qualité. Et c'est justement l'intérêt de la transparence. Oui, mais on a vu que le prix, ça avait encore de l'importance. On a vu que le prix, c'était encore un facteur très, très important. C'est une étude américaine qui a été faite il n'y a pas longtemps. Ils ont montré effectivement, en classant les aliments selon la classification brésilienne du degré de transformation, que quand même les ultra transformés étaient 30% moins chers que les aliments peu pas transformés ou normalement transformés. 30% plus cher ou moins cher? Moins cher. Moins cher. Donc ce sont quand même des calories bon marché qui sont souvent accessibles aux plus pauvres, et on sait que les risques d'obésité et de diabète de type 2 sont plus élevés chez les classes les plus défavorisées, parce que leur première préoccupation, c'est d'abord d'apporter des calories, pas forcément l'aspect santé. Et du gras notamment. Mais en outre, donc ça c'est les États-Unis, c'est un peu extrême, parce qu'on peut donner quand même quelques chiffres. En France, sur tous les produits étiquetés emballés, c'est à peu près 70% qui sont ultra transformés, plus des 2/3. Et si on prend tous les aliments vrac inclus, c'est 1 sur 2. Donc voilà, donc on a quand même une offre en aliments ultra transformés qui est très élevée, mais comme vous le soulignez, monsieur, tout à l'heure, c'est vrai, il y a quand même beaucoup de calculs qui montrent qu'on peut très bien manger des vrais aliments et équilibrés pour le même prix. Après, ça demande aussi peut-être un peu d'effort au départ, mais par exemple, vous avez les pâtes alimentaires, qui sont des produits industriels de qualité, vous avez des légumes surgelés, des yaourts, vous avez des conserves aussi qui ont longtemps été décriées, qui ne sont pas si mauvaises que ça.
pourvu qu'il n'y ait pas de sucre caché ajouté. Souvent, ils en mettent un peu, donc il faut peut-être choisir des conserves où il n'y a pas de sucre ajouté. Mais je crois que c'est une fausse idée de faire croire aux gens que de bien manger, c'est plus cher. Parce que cette idée, finalement, elle entretient l'idée que les industriels et les produits ultra transformés, c'est ça qu'il faut acheter. Mais je crois que c'est une mauvaise idée qu'on a mis dans la tête des gens. Il faut inverser ça et dire aux gens, non, on peut bien manger sans forcément dépenser plus, mais quand même, il faut citer un sondage qui a été cité par l'INRA il n'y a pas très longtemps. 70% des Français sont prêts à mettre plus d'argent dans l'alimentation. Et ça, c'est totalement nouveau, on n'avait jamais vu ça avant. Et donc, on a abaissé le prix de l'alimentation à un coût qui n'est pas raisonnable. On a fait croire aux gens que l'alimentation n'avait plus de prix. Donc, justement, les ultra-transformés ne sont pas chers. C'est des calories vides, mais en fait, c'est un très mauvais calcul parce que c'est pas cher dans le porte-monnaie, mais on paye après. On paye pour la santé, on paye pour l'environnement, on paye pour les petits producteurs. Et donc, en fait, je crois qu'il faut dire aux gens que non, manger, il va falloir être prêt à mettre plus d'argent et peut-être moins ailleurs. Parce que si on veut rémunérer tous les acteurs de la chaîne de valeur dignement, il faut comprendre qu'on mange 3 fois par jour. L'alimentation et les systèmes alimentaires, c'est à peu près 1/3 des gaz à effet de serre. Donc, je crois qu'il faut... Voilà, le prix qu'on a atteint de l'alimentation n'est pas correct. On est passé de 34% du budget après-guerre à 17%. C'est ça qu'il faut rappeler quand même. Voilà. Après-guerre, les gens, c'était le tiers 34, de ce qu'on dépense pour l'immobilier aujourd'hui. Le tiers, et aujourd'hui on est à 17. Ouais. Donc on a atteint un prix, et pourquoi on a atteint des coûts si bas ? Parce qu'on a développé justement l'ultra-transformation, parce qu'on a remplacé les aliments nobles par des artifices, des arômes, etc. Enfin, pas uniquement, c'est aussi qu'on a industrialisé. On a industrialisé, mais quand même pour arriver à des coûts aussi bas. Quand vous avez dans des biscuits arômes, c'est bien pour mettre moins de beurre et arômes de beurre. Quand vous avez arômes de fruits, c'est bien pour mettre moins de fruits, parce que c'est le fruit et le beurre et les aliments nobles qui coûtent cher. Donc voilà, on a abaissé le prix avec des artifices, une artificialisation. Et voilà, là, je pense qu'on est au fond du problème. Dominique Schleicher. Il faut peut-être réintégrer, Oui. Il faut peut-être aussi réintégrer dans le coût des aliments le coût global que ça a sur la société, parce que tous ces diabètes, tous ces cancers, etc. Oui, internalisé. Le coût du surpoids en France, c'est 50 milliards d'euros par an. 50 milliards d'euros, c'est nous qui les payons. Il faut peut-être se poser des questions à un moment et se demander qu'est-ce qu'il faut faire. Ces produits-là, c'était le gros débat sur... En termes de politique de prix, effectivement. Oui, bien sûr. C'est un levier qui est... Les taxes sur le sucre, sur le sel, etc. Sur les boissons sucrées. En France, on a la chance d'avoir cette taxe qui a été mise en œuvre et qui est indexée sur le taux de sucre dans les boissons. Il y a des pays où ils ont même mis ça en œuvre aussi, par exemple au Mexique, et ils ont fait l'évaluation de l'efficacité de cette mesure qui a permis donc un énorme progrès au niveau social, santé, etc. Et ça, à l'heure actuelle, on a encore des débats sur savoir est-ce qu'on a raison de mettre cette taxe-là. Et même l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, se pose la question sur le bien fondé de cette taxe. Donc, d'accord. Dominique je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je rappelle aussi qu'il y a une loi qui a été mise en place cette année qui s'appelle la loi alimentation, qui a pour but aussi de rééquilibrer le partage de la valeur dans tous les acteurs de la chaîne. Et nous, on a été soutien depuis le début de cette loi. On essaye de la mettre en œuvre le plus justement possible. Et on essaye tout au long de l'année, effectivement, de traduire ça dans des collaborations avec le monde agricole, avec un juste prix pour eux. Donc ça, c'est vraiment un des combats de Système U. On y tient. Il y a d'autres acteurs qui sont sur d'autres problématiques, plus toujours sur le prix bas. Nous, on pense que vraiment le prix bas à tout prix n'a plus de sens et que maintenant, il faut rechercher un prix juste et responsable pour tout le monde. Ça, c'est le premier point. Et deuxième chose, je voulais dire la chose suivante. Moi, je suis fils d'épicier et j'ai grandi dans l'épicerie de mes parents. C'était 20 mètres carrés au départ. J'ai grandi là-dedans et je me souviens que mes parents servaient les produits en vrac. Les frigos ne faisaient qu'arriver. Et voilà. Et donc, quel est le mouvement qui est en train de se produire actuellement ? Le commerce, c'est un éternel recommencement. On revient à ce qu'on faisait avant cette période d'ultra-consommation et d'ultra-transformation. On revient aux produits bruts, on revient aux produits vrac, on revient à des produits avec moins d'emballage, voilà, et on est en train d'essayer, on commence à refermer une sorte de parenthèse qui est peut-être allée trop loin, qui a peut-être eu des excès. Bon, ça mettrait un peu de temps, mais le mouvement est profondément enclenché parce que de toute façon, les clients, vous, c'est ce que vous voulez, donc nous, on accompagne ça. Alors, Anthony Fardet, il est temps que vous nous livriez votre recette. Les 3 conseils. Alors, puis après, on passera la parole à la salle. Alors, au départ, ce n'est pas des conseils. En fait, ça s'est transformé un peu comme ça. Mais l'idée, en fait, c'était avec un de mes collègues, le Dr Roch, qui est directeur de recherche à l'INRA. On se posait la question, est-ce qu'il n'existe pas finalement un régime protecteur qui serait un peu universel et générique ? Et donc, on a fait ce qu'on appelle une fouille de données de la littérature.
Donc on a lu beaucoup de rapports, FAO, OMS, etc., beaucoup d'articles, notamment beaucoup d'articles sur des calculs quand on change de régime alimentaire pour des régimes plus sains, quelle est la diminution des gaz à effet de serre. L'idée étant que, dans l'idéal, il faudrait diminuer de 80% la production de gaz à effet de serre, notamment pour les systèmes alimentaires, si on ne veut pas dépasser 2 degrés. Et donc, on est arrivé à cette conclusion. On s'est rendu compte que finalement, le régime... Enfin, c'est pas non plus... On n'a pas inventé le fil à couper le beurre. On s'est rendu compte que le régime protecteur universel est un régime riche en produits végétaux, pas trop transformés et variés, c'est-à-dire végétal, vrai, varié. Alors, le fait que ça commence par V, c'est juste un coup de bol. Voilà, donc, les 3 V alors. Hein. Voilà. Et on a rajouté, si possible, biolocaux et de saison, parce qu'effectivement, ce n'est pas forcément pour l'instant accessible à tous. Donc, tous les régimes protecteurs sur la planète, quand même, obéissent à peu de choses près à ces règles, c'est-à-dire qu'ils sont souvent riches en produits végétaux, peu pas normalement transformés, donc très peu d'ultra transformés. C'est le vrai. Voilà, et le varié. Mais varié des vrais aliments, parce que varié des calories vides et des ultra transformés, c'est plus une variété de marque qu'une variété botanique ou animale. Alors, pourquoi on voulait cette règle? Parce qu'on trouve que c'est une règle très facile d'accès et très holistique. Holistique dans le sens où, si on tend vers cette règle, c'est-à-dire qu'on augmente la part de végétal et qu'on diminue l'animal, qu'on limite les ultra-transformés, donc pour vrai, par opposition à faux aliments, et variés, voilà, eh bien, on protège non seulement la santé, mais on peut aussi protéger le bien-être et la biodiversité animale, l'environnement, les petits producteurs, la vie sociale, les traditions culinaires, etc. Donc en fait, on a une règle qui est très globale et holistique, qui est facile d'accès, que tout le monde peut s'approprier, et qui permet de régénérer les systèmes alimentaires de manière vertueuse. Donc en fait, après, il y a d'autres gens qui réfléchissent à ça, et tout le monde converge à peu de choses près vers ce type de régime. Que vous preniez la FAO, la commission Eat-Lancet, qui je sais a été décriée, mais quand même... le GIEC aussi qui a fait des recommandations il n'y a pas longtemps, il y a eu Solagro, il y a eu Agrimonterra, voilà. Toutes ces institutions et tous les gens qui régiment un peu à ce régime un petit peu protecteur, universel et générique, c'est-à-dire qu'après il peut être décliné localement selon les régions du globe, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut manger principalement végétal, non ultra transformé, varié, et quand on le peut, bio, local et de saison. Voilà. Donc c'est plus un résultat d'observation d'une fouille de données qui effectivement, après la recommandation, c'est à l'ANSES de décider et aux autorités compétentes. Bon, végétal, vrai, varié, puis alors bio, local. Vous êtes d'accord, Mathilde, pardon. Oui. Donc, je suis d'accord sur le principe évidemment, mais enfin, je pense que là, ce qu'il faut surtout rappeler, ce qui est important, c'est pas l'avis de tel ou tel chercheur, que ce soit toi ou moi ou quelqu'un d'autre, c'est vraiment le fait que ça marche pas comme ça. Pour faire des recommandations en France, pour faire des recommandations, il y a effectivement des fouilles de données qui sont faites de toutes, mais c'est pas des fouilles, c'est vraiment des revues systématiques de la littérature, à la fois épidémiologique, des études de mécanismes, des études toxicologiques, etc. Et ça, c'est les autorités compétentes qui doivent le faire. Donc, au niveau national, il y a l'ANSES, donc l'Agence de sécurité sanitaire des aliments, environnement, santé, travail, avec le Haut Conseil de la santé publique qui a rendu un avis. Tout ça est étudié vraiment scrupuleusement par Santé publique France, et ce sont ces recommandations-là qu'il faut mettre en avant. Et je veux dire, j'ai aucune action là-dedans, c'est juste que si on commence à dire au public, moi je pense qu'il faut faire ça, et puis moi je trouve que celle mais est-ce que ça se recoupe? Est-ce que c'est pas ça se recoupe complètement, mais juste dans ce domaine-là, je pense qu'il faut être très prudent sur la manière dont on l'amène. Il y a aussi un peu de marketing à faire pour que les gens retiennent, que ça frappe les esprits. Santé publique France fait ce marketing-là. Donc, si vous voyez sur leur site, il y a par exemple une iconographie avec le aller vert, donc les au moins 5 portions de fruits et légumes par jour, les 2 fois les légumineuses par semaine, etc. Ça, c'est encore vrai, 5 fruits et légumes par jour, parce que après j'ai vu, finalement, non, s'il y a trop de sucre, il y a trop de sucre dans les fruits, donc il faut en prendre moins. Au moins de 5 portions de fruits et légumes par jour, ça reste complètement vrai par rapport aux bénéfices santé. C'est vrai aussi sur les légumineuses. Et évidemment, du coup, ça rejoint le fait que manger moins de viande, donc pas plus de 500 grammes par semaine de viande rouge, pas plus de 150 grammes de charcuterie. Donc toutes ces recommandations-là, elles sont faites très sérieuses, elles proviennent vraiment d'années de recherche, et je pense qu'il faut faire attention dans les messages. On peut avoir nos avis après, et donc je respecte complètement évidemment ces positions-là, et je les partage sur moins d'aliments ultra transformés, etc. Mais il faut vraiment faire attention sur qui émet les recommandations, parce qu'on voit énormément dans ce domaine-là d'idées circuler sur Internet, sur des blogs, etc. Et la fiabilité de l'information et la légitimité. Et les autorités, elles ont pris position sur l'affaire des ultra-transformés ou pas? Oui, donc Santé publique France, pour la première fois cette année, a introduit dans ses recommandations le fait de privilégier les aliments pas ou peu transformés et de limiter les ultra-transformés.
D'accord. Donc ça, c'est une nouveauté de cette année 2019. D'accord. Alors on va commencer un peu le débat avec la salle, hein, parce que vous êtes finalement tous concernés et puis vous avez des choses très intelligentes à dire sur tous ces sujets-là. Donc on va passer le micro. Tiens, je vois monsieur lève la main là. Allez-y et puis merci, bonjour. N'hésitez pas. Bonjour. J'ai une question parce qu'on entend très souvent l'argument quand on parle justement des problèmes de nutrition, d'alimentation, l'argument de l'éducation. Ouais. Et il s'avère qu'on est la première génération à ne plus manger du tout comme mangeaient nos grands-parents et à avoir complètement perdu ce qui préservait encore la France, c'était cette tradition du manger ensemble, du manger tous à la même heure et du manger tous la même chose, ce qui induisait à la variété, parce que quand c'est une personne qui cuisine pour le reste de la famille, on est obligé de varier son alimentation. Aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça, les menus, les heures, c'est déstructuré, les repas sont déstructurés, chacun mange ce qu'il veut, et donc chacun mange des choses qui sont déjà préparées. Est-ce que le combat n'est pas perdu et est-ce que des choses comme le Nutri-Score n'est pas déjà à admettre, puisque c'est un élément qui va sur les produits manufacturés, qu'en fait il n'y a plus cette culture française qui nous protégeait, d'où l'augmentation de l'obésité, l'augmentation de problèmes nutritionnels et de problèmes de maladies de société. Est-ce que finalement le combat n'est pas perdu et est-ce que le Nutri-Score, ce n'est pas un pansement sur une jambe de bois? Alors, le combat est-il perdu? Et puis, cette sociologie aussi du repas dont on parle beaucoup, qui était même, je crois, qui est même reconnu comme on dit, un trésor de l'UNESCO, enfin, fait partie des... Sauf erreur, la France est toujours le pays où on passe le plus de temps à table. Oui, oui, ça encore, reste... Enfin, je vois dans ma famille, c'est comme ça. Bien que, bien sûr, ça a évolué, mais on y passe le plus de temps. Oui, Mathilde. C'est une très très bonne question et c'est évidemment quelque chose à prendre en compte et on n'a pas du tout encore totalement tout déstructuré. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment de l'espoir. On est un des pays qui justement respecte encore le plus ces rythmes, c'est-à-dire s'asseoir ensemble à table, manger à midi, le soir, midi, le week-end, le soir, etc. Et ça, évidemment, qu'il y a beaucoup d'exceptions et qu'il y a des courants qui ne vont pas dans le bon sens, mais c'est un des pays où on le respecte encore beaucoup. Sur le Nutri-Score, je suis d'accord avec vous, ça ne va pas tout résoudre. C'est une des mesures parmi toutes les mesures de santé publique qu'on peut mettre en œuvre. On a parlé des recommandations de l'éducation à la santé au niveau du public, dans les écoles, etc. L'éducation, les politiques de prix également. La cantine, finalement, c'est une autre sur façon l'offre alimentaire, tout ça, c'est une politique globale. Le programme national nutrition santé, c'est pas seulement le Nutri-Score, évidemment. Et juste pour finir aussi sur le Nutri-Score, c'est pas seulement sur les aliments avec un emballage, des aliments industriels. Dans le nouveau programme national nutrition santé qui vient d'être délivré par le ministère de la Santé, il est question de l'apposer également, par exemple en restauration collective ou dans les étalages sur les produits en vrac. Donc c'est pas seulement les produits emballés. D'accord. Alors les questions. Le micro, où est-ce qu'il est le micro? Il y avait une... Oui, quelqu'un a le micro? Allez, ça circule. Voilà. Bonjour. Voilà. Et puis après, monsieur pardon. Allez-y. Bonjour. Moi, j'ai une question. On a beaucoup parlé de la relation entre nutrition et santé et du Nutri-Score. Comment est-ce que, et si ce n'est pas le cas, comment est-ce qu'on pourrait aussi intégrer les considérations environnementales, la provenance des produits dans cette réflexion-là? Parce que dire un kiwi, c'est A, certainement, mais d'où est-ce qu'il vient? Comment est-ce qu'il a été produit? La Nouvelle-Zélande, c'est loin. Exactement. Donc, voilà ma question. Voilà. Alors, oui, ça c'est pas mal. Oui, allez-y, Dominique. Alors, je pense qu'on va arriver vers ça. Il y a une démarche en France aujourd'hui qui s'appelle la démarche Ferme France, que je vous invite à observer. Ils ont un site où ils expliquent leur travail qui est en train de monter en puissance parce que maintenant il y a plusieurs distributeurs qui les ont rejoints, des très grandes entreprises. Le but de Ferme France, c'est de donner une notation sociétale à chaque produit, c'est-à-dire d'aller au-delà du Nutri-Score qui est purement l'alimentation, de rajouter les dimensions sociales de l'entreprise elle-même, l'empreinte carbone, etc. Et donc c'est d'aboutir à une note sur 100. Et donc là, il y a les premiers tests qui sont en cours. Je sais que, par exemple, notre lait entier, il a une note de 80 sur 100 dans un test. Ils sont en train d'organiser tout ça. Et donc, ça serait de nature à répondre à votre attente. Mais je suis persuadé qu'au-delà des systèmes de notation purement santé, on va aller vers effectivement la prise en compte de tout ça à terme.
Oui. Mathilde ? Non, mais effectivement, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que dans l'alimentation, il y a plusieurs dimensions. Alors, ne serait-ce que pour la santé, on parlait de la dimension nutritionnelle avec aussi l'histoire des additifs, l'histoire des pesticides. Et donc ça, c'est des choses que pour l'instant, on ne sait pas agréger parce qu'on n'a pas encore les connaissances. Et là, l'idée de la dimension impact environnemental, on est en train d'y travailler, nous, dans notre équipe de recherche aussi. L'idée, c'est de ne pas agréger ça avec la nutrition, mais par contre, d'avoir les deux indicateurs. Parce que oui, effectivement, il n'y a pas que la qualité nutritionnelle qu'on prend en compte quand on va choisir un produit, et se soucier de l'impact de ce qu'on fait sur la planète, l'environnement, etc. Évidemment que c'est quelque chose, une dimension à prendre en compte également. Oui, en tant que consommateur, je pense qu'on partage tous ça. On a tous envie de savoir quel est l'impact de ce qu'on mange sur la planète. Et c'est pour ça que c'est super important que ces informations sur le kiwi ou le poulet, est-ce qu'il a mangé du soja? Si c'est du soja, est-ce qu'il vient d'Argentine? S'il vient d'Argentine, est-ce que c'est une zone déforestée, etc. Tout ça, c'est des informations qui sont légitimes à connaître. On devrait tout savoir sur ça. Est-ce qu'on pourrait imaginer sur Open Food Facts qu'il y ait un indicateur carbone, par exemple, CO2, sur les... Alors, on a commencé à en mettre un parce que justement, on est en train de travailler avec l'ADEME pour essayer de construire une sorte d'éco-score. On rêve d'avoir la même chose que le Nutri-Score en fait pour l'impact écologique. Alors c'est encore plus compliqué parce que l'analyse de cycle de vie des produits, etc. c'est hyper complexe. Mais on va commencer. On a commencé à le faire sur les plats préparés où on calcule l'empreinte carbone de la viande, du poisson, etc. Et on va essayer de le faire de plus en plus. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qu'il faut arriver à faire. Et on a vraiment besoin de transparence sur les produits. Moi, un truc qui m'embête sur les listes d'ingrédients, c'est qu'on n'a pas le pourcentage. On ne sait pas quel est le pourcentage exact de chaque ingrédient. On ne sait pas d'où ils viennent. Les crevettes, on ne sait pas si c'est des crevettes qui ont été pêchées à tel endroit, envoyées par camion au Maroc, décortiquées par des femmes au Maroc, envoyées à un autre endroit, préparées. Enfin, et ça, c'est des informations qui seraient légitimes à connaître pour les consommateurs. Je pense qu'on devrait tous les demander et les exiger. Peut-être Anthony, un petit point complémentaire pour répondre à votre question, parce que je travaille sur justement l'ultra-transformation, pas que ça, mais un peu, moyennement. En fait, les Brésiliens l'ont déjà évoqué, moi j'ai approfondi la question, on se rend compte quand même que les aliments ultra-transformés ne sont pas associés à une bonne durabilité des systèmes alimentaires. C'est-à-dire que plus la planète va se mettre à consommer massivement ces produits qui sont hyper standardisés, qui se substituent aux produits locaux, plus la dimension environnementale, bien-être, biodiversité animale, petits producteurs, parce que vont être mises à mal. Donc déjà, en limitant les aliments ultra-transformés, on sait qu'on peut régénérer les systèmes alimentaires dans toutes ces dimensions. Je vous prends un exemple. Ces produits hyper standardisés sont tellement peu chers qu'ils remplacent massivement la street food qui était à partir de produits locaux, comme dans des pays comme l'Inde. Et donc ça tue les petits producteurs parce que leur produit local est plus cher que le produit ultra transformé qui a fait je ne sais pas combien de fois le tour de la planète, parce qu'entre fractionner l'aliment, répandre les ingrédients, les recombiner, et donc ces petits producteurs finalement, j'ai vu un reportage en Afrique, c'est très clairement démontré, un producteur de lait qui a fermé la porte parce qu'on n'achetait plus son lait mais on préférait le lait en poudre exporté d'Europe, et ils ferment boutique et ils vont alimenter les bidonvilles. Donc peut-être si vous voulez un levier d'action, je pense qu'en limitant ces aliments, déjà, vous allez pouvoir avoir, par votre action locale, un impact global. Alors, le sujet doit être approfondi, mais là, je travaille beaucoup là-dessus. Et il n'y a pas trop photo. Quand vous commencez à dérouler la bobine de ces aliments, d'où viennent les ingrédients de monoculture intensive, les calories animales dans les aliments ultra-transformés, c'est plutôt de l'intensif, nourri avec le soja qui déforeste l'Amazonie. Donc, quand vous commencez à décortiquer et à dérouler le fil d'Ariane, ça fait un peu froid dans le dos quand même. Voilà. Juste avant de passer la parole à monsieur, vous pouvez lui donner le micro. J'ai l'esprit d'escalier, mais sur la thèse de monsieur, comme quoi c'est foutu et on a déjà... il faut fermer. Il y a aujourd'hui quand même un mouvement global de retour sur l'alimentation. Les jeunes adorent faire la cuisine, c'est vrai, moi j'ai des enfants et je peux vous le dire. Bonne nouvelle, mesdames, les garçons adorent faire la cuisine. Et d'autre part, à la télévision, les émissions qui marchent le mieux, ce sont les émissions de cuisine. D'ailleurs, Mathilde en fait de temps en temps. Et donc, il y a... voilà, on n'est pas dans une trajectoire rectiligne et il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer sur le retour à des valeurs. Oui.
Ouais. Enfin, oui. Je pense que c'est un mélange. Je pense que c'est un mélange des deux. Mais enfin bon, c'est un peu notre débat. Allez-y, monsieur. Bonjour, merci beaucoup pour cette intervention qui était vraiment très agréable. Et je pense que la convivialité vient aussi du fait qu'il n'y a peut-être pas d'industriel et c'est dommage qu'il n'y ait pas un Danone ou un Nestlé parmi vous. Oui, c'est vrai. Bon, l'année prochaine, on fera ça. Ma question, c'est plus par rapport, en fait, il y a deux éléments qui ont été abordés, c'est le Nutri-Score beaucoup et l'ultra-transformation. Et il y a une réponse que je n'ai pas eue malgré toute la pédagogie que vous avez donnée là, c'est quelle est la primauté aujourd'hui entre le Nutri-Score ou l'ultra-transformation, puisque moi, en tant que simple citoyen, aujourd'hui, ce que je constate, c'est que le Nutri-Score a pris de plus en plus de place et que malheureusement, le Nutri-Score, il a tendance plutôt, du côté des industriels, à dégrader la qualité des produits pour être nutritionnellement bon, parce qu'on rajoute beaucoup d'additifs à la place du vrai sucre, à la place du sel, à la place de beaucoup de choses. Et donc, on peut se retrouver avec un produit A ou B aujourd'hui qui, en fait, est ultra transformé, alors que hier, il était C et il n'était pas du tout ultra transformé. Ah, l'effet pervers du Nutri-Score, c'est intéressant, oui. Et donc, qu'est-ce qu'on doit manger demain? Est-ce que c'est un produit A ou un produit non transformé? Voilà. La dictature du Nutri-Score, ça, c'est pas mal. Donc effectivement, c'est une excellente question. Alors on a écrit un article sur le sujet, d'ailleurs je vous invite à lire sur la plateforme The Conversation, je ne sais pas si vous connaissez, d'ailleurs c'est une plateforme gratuite où les universitaires peuvent s'exprimer. Anthony écrit aussi voilà, il y a des articles d'Anthony, effectivement, donc on écrit là-dessus. Et on a écrit un truc qui s'appelle le Nutri-Score s'intéresse à la qualité nutritionnelle et c'est déjà pas mal. Et du coup, ça vous explique justement le fait que, pour l'instant, c'est ça qu'on note et c'est pas le côté ultra-transformation. Alors, on ne dit pas qu'il ne faut pas s'y intéresser et nous, on a des recherches vraiment pionnières là-dessus dans le laboratoire, puisqu'on est les premiers à avoir montré au niveau international un lien entre consommation d'aliments ultra-transformés et risque de cancer, de maladies cardiovasculaires, mortalité, syndrome du côlon irritable et puis symptômes dépressifs. Et puis là, on travaille actuellement sur diabète qui devrait sortir bientôt. Donc on est vraiment là-dedans et on se pose vraiment ces questions-là. Sauf que là, par exemple, on est les seules études pour l'instant au monde à avoir montré le lien avec le cancer. Alors, il y en aura d'autres. Je sais qu'il y a des collègues qui travaillent là-dessus au niveau européen, sur la cohorte EPIC, etc. Mais avec une seule étude, et même si elle est très bien construite, on ne peut pas conclure, on n'en est pas là en termes de niveau de preuve. Donc, pour l'instant, ce qu'il faut privilégier, c'est là où le niveau de preuve est le plus fort. Donc, les liens entre trop de sel, trop de sucre, trop d'acides gras saturés, etc. et plus de risques de maladies cardiovasculaires, cancer, etc. Là, on en est sûr. Ça, c'est établi. Donc, le premier critère à regarder, c'est vraiment le Nutri-Score. Après, on arrive sur des notions de principe de précaution, ce que soulignait M. Fardet tout à l'heure, sur les additifs. C'est-à-dire que, pour l'instant, et ce que dit Santé publique France officiellement, c'est qu'il commence à y avoir des études qui pointent des risques de certains additifs, certains cocktails d'additifs sur la santé, mais plus au niveau, même uniquement pour l'instant quasiment, au niveau expérimental, sur la souris, sur des cellules, etc. Donc les travaux de l'INRA, effectivement, à Toxalim, à Toulouse, montrent ça sur le dioxyde de titane, il y en a sur les émulsifiants, etc. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'études chez l'homme de grande ampleur qui a regardé l'exposition au cocktail d'additifs alimentaires et le lien avec la santé à long terme. C'est ce qu'on lance là actuellement dans l'équipe comme programme de recherche. Donc, ce qu'il faut regarder en pratique pour faire ces courses, c'est d'abord la qualité nutritionnelle, donc là le Nutri-Score, et par principe de précaution, essayer d'éviter les aliments ultra-transformés, d'éviter les aliments qui contiennent des additifs. Mais non pas parce qu'aujourd'hui on est capable de vous dire c'est dangereux pour la santé, ça va vous augmenter de tant de % le risque de cancer, etc. Parce qu'on vous dit, il y a des études qui commencent à montrer, surtout chez l'animal, quelques-unes chez l'homme, qui pourrait y avoir des risques. Donc c'est quelque chose qu'on vous conseille de faire, étant donné que, par principe de précaution, il y a le même produit avec qualité nutritionnelle égale, sans additifs, on va plutôt choisir celui-là. Et sur le côté effet pervers du Nutri-Score, en tout cas, ce n'est pas ce qui a été montré jusqu'à présent. Là, le gros effet Nutri-Score levier, c'est vraiment au contraire une amélioration de la qualité nutritionnelle des produits. On est vigilant, effectivement, et on va le suivre, et notamment avec Locali, qu'on ne rentre pas dans la tendance perverse que vous décrivez, qui est de remplacer du gras par des émulsifiants, du sucre par des édulcorants, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir en effet surveiller. Peut-être c'est mieux quand même. Peut-être c'est mieux de remplacer.
Disons qu'aujourd'hui, on sait avec certitude que manger trop de sucre, ça va vous donner du diabète, Voilà, maladie ça, on potentiellement sait. cancer, un cancer, etc. On n'a pas essayé On ne avec... sait pas ce que donne l'aspartame, la césulfame-K, voilà. etc. Et ça, c'est ce qu'on va étudier maintenant. Et on vous donnera des réponses dans Ça, 5 ans. Et ah donc, oui, par dans principe 5 de ans. précaution... Ah oui, voyez. Et oui, mais si on a des sous, et aussi, À l'âge si la de recherche Twitter. publique a des sous... À l'âge de Twitter, Mais dans 5 voilà, ans. on y travaille, mais en tout cas, voilà le niveau de Ouais. hiérarchie d'information qu'il faut avoir en tête. Dominique Schelter. Oui, je voulais juste dire que Nielsen avait publié cette semaine une première étude sur l'impact du Nutri-Score sur les ventes. Et ils ont démontré qu'il y a une accélération des ventes sur les Nutri-Score A et B. Voilà, c'est la première fois. Donc, il y a un vrai impact. Voilà, ça y et est. les gens s'orientent sur les produits A et B. Donc c'est une bonne nouvelle. Oui, Anthony. Alors, et puis après, on prend une Juste autre compléter question. un peu, c'est vrai que j'ai une position moi, un petit peu différente. Moi, je pense qu'il faut d'abord aller vers des vrais aliments et limiter les faux aliments. Parce que je pense que revenir à des vrais aliments, c'est ce qu'il y a de plus fondamental. Parce que vous pouvez avoir des aliments qui sont vrais, mais qui sont gras, et pour lesquels on n'a montré aucun lien avec la santé. Par exemple, le fromage est gras, mais les études sur fromage, maladie, dérégulation métabolique, maladie cardiovasculaire, il n'y a pas de lien. Ah bon? Donc bon, voilà, moi je pense qu'il vous faut... êtes sûr, là? Moi, ma position par rapport à ce que j'ai comme Cholestérol connaissance, c'est d'encourager les vrais aliments. Je pense que c'est quand même ce qui est très important, parce que si vous voulez, comme c'est une cible globale et holistique, en encourageant les vrais aliments, vous embarquez, c'est vrai, la nutrition, c'est vrai, l'équilibre nutritionnel, mais aussi vous allez aussi avoir un impact beaucoup plus large, c'est-à-dire sur l'environnement, sur peut-être les petits producteurs, la vie sociale. Parce que quand vous recevez des gens à manger un vendredi soir, je doute que vous leur fassiez une soupe déshydratée en entrée et une barre chocolatée en dessert. C'est-à-dire que quand on se remet à manger en groupe, on a tendance à revenir vers des vrais aliments. Et donc il y a aussi un lien entre ces aliments ultra transformés qui sont souvent suremballés, des portions individuelles qu'on mange sur le pouce, en déplacement, devant des écrans. Alors là, c'est plus le chercheur qui parle, c'est Anthony qui légèrement philosophe, c'est-à-dire qu'en fait, je retrouve un lien entre le fractionnement de ces aliments et le fractionnement de la vie sociale. Et donc, on voit bien que ces aliments, quand même, c'est pas des aliments qui favorisent l'acte social de manger, qui est aussi une dimension très importante. Mais enfin, ce n'est que mon point de vue. Et moi, je voulais juste préciser, effectivement, manger du fromage, et qui va être pour beaucoup Nutri-Score, parfois D ou E, c'est très bien de manger du fromage. Simplement, ce qu'indique le Nutri-Score, c'est pas qu'il faut arrêter d'en manger. Et d'ailleurs, tous les produits notés E au Nutri-Score, il faut pas arrêter de les manger. Il faut juste les manger dans des quantités raisonnables et dans un équilibre alimentaire raisonnable. C'est ça, le gras de porc, on peut, mais pas tous les jours. Quand voilà, même. C'est une histoire de quantité et de fréquence, évidemment. Voilà, c'est ça. Alors, monsieur là-bas, et puis ensuite, madame devant qui demande la parole. Allez-y. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette table ronde qui était très intéressante. Vous parliez tout à l'heure de taxation du sucre. Moi, ma question, c'est de savoir si vous aviez des informations sur des initiatives qui seraient en cours ou à venir de la part des autorités publiques qui, normalement, sont censées défendre la santé des Français, pour s'emparer, par exemple, du Nutri-Score, pour taxer certains produits, une sorte de malus, quoi. Une malus. Alors, vous voulez dire sur le sel, par exemple, ou sur d'autres autres que le sucre, quoi. Oui. D'accord. Alors, effectivement, on en rêve de cette mesure-là. Le Nutri-Score, l'idée de ces profils nutritionnels, c'est justement de pouvoir servir plus largement que pour l'étiquetage nutritionnel et à terme de pouvoir en effet servir à ce type de régulation, que ce soit au niveau de taxation d'éléments très mauvais nutritionnellement ou de régulation de la publicité, notamment dans les produits pour enfants par exemple, etc. Donc ça, c'est effectivement des idées qu'on porte. On n'a pas encore réussi à les porter jusqu'au niveau acceptation par les pouvoirs publics, mais on y travaille. Voilà. Madame. J'ai une question concernant le plaisir, en particulier chez les classes sociales, disons, moins favorisées, qui est un sujet que je connais assez bien. Et par ailleurs, je voudrais ajouter que Le Monde pourrait donner à cette table ronde une publicité, le nombre de lecteurs étant beaucoup plus important que le nombre d'auditeurs aujourd'hui. On compte sur vous, n'est-ce pas? Oui, j'aimerais bien, oui. Oui. On va la diffuser en vidéo, vous inquiétez pas. Et puisque vous avez parlé de vos enfants, je voudrais juste dire que je suis grand-mère de 7 petits-enfants entre 3 et 8 ans. Félicitations. Merci, Ola. Et que j'assure les goûters. Et alors, comme je vais de l'énarque au tout petit employé, les goûters vont du pain avec barre de chocolat jusqu'au prince et aux barquettes à la fraise. Et dans la famille barquette à la fraise,
on me dit « Ah, mais maman, on ne va pas priver les enfants de plaisir ». Et en fait, c'est quoi la notion de plaisir différente dans les 3 familles? C'est que dans les 2 autres familles, on a des projets. C'est-à-dire, on va acheter un appartement plus grand, on va aller passer des vacances à tel endroit, tandis que dans la famille, disons, beaucoup moins favorisée, on dit « Ah ben, on ne va pas quand même se priver de choses de quelques euros, de choses à quelques euros ». Et je trouve très difficile, en tant que grand-mère, et puis un peu sociologue, je trouve très difficile de faire changer la mentalité des parents et des grands-parents de ces 2 enfants-là, qui disent « Mais la bouffe, c'est un plaisir formidable ». Et pourtant, ce qui est incroyable, c'est que c'est une famille de diabétiques. Mais peut-être parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'autres plaisirs, ou peut-être c'est un plaisir accessible, plus facile qu'un voyage en Thaïlande. Ça me regarde qu'à moitié, mais en tout cas, ce que je voudrais vous demander, c'est s'il y a des études, justement, qui analysent, des études sociologiques qui analysent le rapport entre la bouffe et le plaisir en fonction du niveau d'études, parce que dans mes 3 familles, c'est complètement corrélé au niveau d'études. Et dans la famille intermédiaire, la grand-mère fait des crêpes. Donc, vous voyez, on y est en plein. Ah, c'est génial. C'est sociologiquement probant. Alors, non, mais est-ce que vous travaillez avec des sociologues d'ailleurs? Oui, alors voilà, bon, moi pas directement, mais dans mon équipe, j'ai une chercheuse notamment qui s'intéresse beaucoup à ces aspects-là et aux déterminants psychologiques, notamment des comportements alimentaires. Et on a plusieurs partenariats aussi avec des équipes en sociologie. Et c'est vrai qu'il y a sûrement énormément de vrai dans tout ce que vous dites de cette expérience-là très concrète. Là, l'idée et toute la difficulté, c'est justement de pas se dire que on peut pas se faire plaisir avec des aliments qui sont pas justement ces barquettes, ces princes ultra transformés et pas très bons nutritionnellement. C'est que de prendre du bon pain frais, tout chaud, qui sort de la boulangerie, etc., avec un petit quelque chose dedans. Honnêtement, si on éduque les enfants correctement, ils vont trouver que ça fait énormément plaisir. Ça, c'est toute une histoire, de changer un petit peu de paradigme par rapport à ça. Et après, effectivement, l'alimentation a un rôle très complexe dans nos familles, dans notre éducation, etc. C'est souvent utilisé comme une récompense. Voilà, il y a encore dans des écoles, moi je vois des choses des fois chez mes enfants qui me choquent, avec voilà, vous avez bien travaillé, voilà, on vous donne un bonbon. Alors bon, ça c'est quand même assez scandaleux, pas du corps enseignant, mais voilà, parfois des animateurs. Et donc ce rapport à l'alimentation est extrêmement complexe. Donc je suis d'accord avec vous, en tout cas il faut vraiment qu'on avance aussi sur ça, sur ces manières de comprendre mieux les comportements, et notamment avec des équipes en sociologie. C'est quelque chose de très complexe. Moi, je pense que c'est peut-être les enfants qui vont justement apporter ces changements de comportement qu'on attend tous. J'ai une fille qui est ado, elle a décidé de manger moins de viande. J'ai un fils de 10 ans aussi, alors lui... typiquement, le Nutri-Score, il adore parce que il comprend tout de suite. Les enfants A, B, C, D, E, ils ont la même chose à l'école. Et voilà, s'il y avait le D sur les princes à la fraise, ou le C ou le B, je ne sais pas, et à côté, il y avait des biscuits notés B ou A, et il y en a, il y a des biscuits notés B. Voilà, si on prenait le paquet noté D, il ferait la remarque, pourquoi on ne prend pas le C ou le B? Tout comme mon fils, quand je roule à 51 en ville, il me fait la remarque tout de suite et je baisse ma vitesse. Je pense que les enfants vont nous aider à changer nos comportements et justement, c'est ça qui est bien avec le Nutri-Score par rapport à tous les autres systèmes qui pouvaient exister avant, c'est que tous les enfants peuvent le comprendre. Et tous les adultes aussi, hein, vous savez. Pas que les enfants. Alors. Ouais, mais oui. Oui. Alors, il y en a certains comme ça, mais il y en a aussi, promis, vous pouvez trouver des choses moins... Et après, les biscuits, eux, ils sont parfois très très bons quand ils n'ont pas d'additifs, etc. C'est simplement qu'il ne faut pas que ça rentre dans le goûter tous les jours ou bien tous les jours après les repas. C'est de temps en temps, en fait. C'est ça, voilà. Il n'y a rien d'interdit, mais c'est une histoire d'habitude. Oui, mais finalement, ça soulève un sujet qui est intéressant. C'est qu'on a tendance, comme Anthony, par exemple, à penser que ce qui est bon pour soi est bon pour la nature. Mais est-ce que c'est toujours vrai? Il y a peut-être des choses sont mauvaises pour soi et bonnes pour la nature, et inversement, je ne sais pas. Est-ce que la règle des 3 dont je vous parlais, c'est le cas, ça c'est clair. Mais par contre, c'est vrai, on sait que souvent on conseille le poisson, mais
Alors, je n'ai pas fait un calcul très précis, c'est à la louche, mais si toute la population mondiale se met à suivre les recommandations du poisson, ça risque de poser problème. On vide les océans, oui, ce qui est dommage. Mais par contre, juste pour répondre sur les biscuits, je trouve que c'est un point important. Moi, à un moment, j'ai entendu dire on va réduire les teneurs en sucre des biscuits. Mais moi, je trouve ça aberrant. Moi, j'achète des bonbons et des biscuits pour le sucre. C'est-à-dire qu'on n'achète pas des bonbons et des biscuits pour la santé, on les achète pour le plaisir. Donc moi, ce que j'ai envie de dire aux industriels, c'est plutôt que de diminuer les teneurs en sucre qui vont faire des biscuits moins sucrés, donc on va en acheter plus, finalement, peut-être à la fin. C'est vous remplacez vos ingrédients ultra transformés, genre sucre inverti, sirop de glucose, fructose, par du vrai sucre et des vrais ingrédients. Donc moi, je préférerais qu'on dise, comme on le soulignait tout à l'heure, les biscuits et les bonbons, on éduque les enfants, c'est occasionnel. Il ne faut pas en manger tous les jours aux biscuits, aux collations à 4 heures. On en mange dans des moments festifs. Mais par contre, j'aimerais trouver des biscuits industriels avec des vrais ingrédients, du vrai beurre. Vous voyez, et ça existe, il y a des industriels qui commencent à le faire. Enfin, voilà, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et quand j'avais entendu dire on va réduire le sucre des bonbons, enfin, on a toujours acheté des bonbons pour le sucre. Donc, vous voyez, pour moi, le paradigme et le problème, il n'est pas là, en fait. Il est plutôt dans, dans la qualité des ingrédients qui sont dedans et dans le fait d'éduquer les enfants à leur dire un biscuit, c'est festif, c'est un moment, et à la collation, il faut peut-être plutôt donner du pain complet au levain, un morceau de chocolat, du vrai beurre, du lait entier, des fruits à coque, des fruits séchés, des fruits secs. Voilà. Bon. Mais bon. Voilà, alors il reste 2 minutes, donc une question. J'ai le micro. Ah bah alors, je vais poser la question. Voilà. Désolée. Je suis ici, je lève la main, à gauche. Par ici, ici, avec le chapeau. Ça y est. Ok. Ma question est plus une question sociologique. Je vais rebondir sur madame. C'est savoir, ok, on a fait au niveau du niveau d'études, mais est-ce qu'on a étudié le temps qu'il faut en fait pour bien cuisiner, pour cuisiner des aliments vrais, bio? Combien de temps ça prend en fait pour bien cuisiner, pour bien manger, pour mieux consommer? Est-ce qu'on a fait le ratio de la ménagère qui a 2 travails à temps partiel? Combien de temps elle a besoin en fait pour cuisiner? Pourquoi la ménagère? Ou le ménager? Le ou la ménagère? Le ou la ménagère, oui. Comme je disais, maintenant, les autres il y a des plats qui sont faciles à cuisiner. Hein. Les lentilles, vous les mettez dans l'eau, vous allez voir les feux de l'amour, vous revenez. Et, non, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le temps de cuisson des lentilles, c'est le même temps qu'un épisode des feux de l'amour. Non, on n'avait pas remarqué, mais... Non, je rigole parce que ma mère adore les feux de l'amour et je l'encourage à revenir à des vrais aliments, des lentilles, et je lui dis, tu les mets dans l'eau. Au vrai moment de culture. Tu vas voir ton épisode, et au moment où Kevin allait annoncer quelque chose pour le prochain épisode, tu vas chercher tes lentilles, tu mets un peu de thym, un peu de sel, une noix de beurre, et c'est délicieux. Bon, allez, un petit mot de la fin chacun, et puis on conclut cette table ronde. Oui, pardon. Est-ce qu'il y a des études? Oui, non, c'est vrai, elle a raison. Est-ce qu'il y a des études sur... Non, mais blague à part, c'est vrai que nous, dans Nutrinet Santé, on s'intéresse justement à tous ces aspects-là, au-delà de concrètement ce qu'on mange, toutes les pratiques culinaires, le temps passé à cuisiner, les compétences qu'ont les gens ou pensent avoir sur leur capacité à faire la cuisine, etc. Donc il y a tout un tas d'études autour de ça. Et votre question, elle est absolument cruciale et je me la pose tous les jours. Donc j'ai un emploi du temps surbooké, plus les 2 enfants, etc. Et j'essaye d'appliquer les recommandations de Santé publique France et les principes de précaution sur pas manger ultra transformé. Et donc, oui, on peut y arriver. C'est pas évident, c'est assez compliqué, mais notamment, voilà, il faut pas diaboliser, par exemple, ce qu'on va trouver, les fruits et légumes, quand on dit au moins de 5 portions de fruits et légumes par jour, par exemple, les surgelés, que vous allez trouver sans pas cuisiner, pas déjà cuisiner, c'est un gain de temps incroyable, et vous pouvez cuisiner, du coup, très sain, très bon, avec ce genre d'aide. Les Nutri-Score sont en général assez bons sur le surgelé. Ils sont excellents, c'est des légumes, donc ça va être du A. Oui, mais même quand c'est un peu transformé, d'ailleurs, j'ai remarqué. Oui. Après, voilà, attention aux additifs. Mais en tout cas, il y a des moyens. Il y en a moins. Et c'est comme ça qu'il faut qu'on pense et qu'on arrive à réfléchir, et c'est une vraie question au quotidien. Allez, le mot de la fin, Dominique Schechter. Alors, de mon côté, écoutez, moi, je circule toute l'année dans toute la France et je visite beaucoup de PME et de petites entreprises françaises, et beaucoup font un travail formidable pour la qualité de leurs recettes. Cette semaine, par exemple, j'étais chez Mulot Petit-Jean à Dijon, qui fabrique des pains d'épices excellents. Ils ont décidé, par exemple, d'arrêter avec les sucres invertis pour mettre du miel à 100%, et ils sont en train de basculer complètement là-dessus. Donc moi, je dis, voilà, parce que c'est un peu notre vision aussi des choses, faites confiance aux produits, aux bons produits des petites PME françaises qui font un gros travail en ce moment.
D'accord. Et puis, écoutez, c'est le temps terminé. Je vous livre juste comme petite nourriture pour la pensée ce que disait Brillat Savarin, dont j'ai cité tout à l'heure. Vous savez que c'était un grand gastronome du 19e siècle et il disait « Celui qui s'indigère et celui qui s'enivre ne sait pas manger ». Merci à tous.